Salut tout le monde, bienvenue à Green Neuron. Ici Roxane et Stéphanie. Bonjour. J'attendais ton bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Et notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume Rousseau. Allô Guillaume? Salut, merci de me recevoir. Ben merci d'être là aujourd'hui. Tu as fait une longue route pour venir nous voir. Oui, dans la brume de Jersey, donc Oui. j'ai survécu, alors restez à l'écoute, ça va valoir la peine. Parfait. Comment tu trouves le studio? Est-ce que c'est un petit peu impressionnant pour toi d'être dans un studio aussi professionnel et à la fine pointe de la technologie du podcast? J'adore le décor, j'adore l'ambiance avec le petit feu, le foyer Oui. qu'on ne voit pas, mais Fait chaud. qu'on sent quand on est là. Mais ouais, ça fait différent de Radio-Canada Studio 1 avec l'orchestre, là. C'est un autre monde. Et moi, j'aime ça comme parler à plein de monde dans plein de contextes différents. Fait que je suis bien content d'être là. Est-ce qu'ils ont des taxidermies d'écureuils Non. à Radio-Canada? Non. Est-ce qu'on Ça, te l'avait montré? Ouais, quand je Ouais, suis arrivé, ok. c'est la première chose dont on m'a parlé, là. C'est important ici de Y a-tu un montrer ça. nom ou... Non, pas Ah, encore. Est-ce que voilà, tu veux ça- le nommer? Est-ce qu'il t'inspire? Ouais, non. Fait que là, il y a des petits yeux noirs. En Fait que diamant. c'est comme, écoute, c'est super. J'hésite entre super écureuil ou bat écureuil. J'aime ça, battre Ouais, écureuil. hein, avec ses yeux, ouais, ok. Ben, c'est officiel. Allons-y. C'est On aujourd'hui a que nommé. ça s'est passé. Alors, battre écureuil. Fait que Guillaume, toi, t'es professeur en droit à l'Université de Sherbrooke. Exact. T'es chroniqueur aussi dans le Aussi. Journal de Montréal et Ben là, j'ai peut-être à perdu d'autres mon endroits. blog. Première fois que je le dis publiquement, Ah. là, les gens qui me suivaient s'en sont rendus compte. Ouais, ils ont comme cancellé tous les blogs au Journal de Montréal, les finances de Québécois étant ce qu'elles sont. OK. Donc, voilà. Donc, j'étais une catégorie. Il y avait Shofika avec moi. Il y en avait quelques-uns. On avait des 300 mots. Ils appelaient ça des billets de blog. Mais pour les gens qui lisaient la version électronique, que ce soit un blog, une chronique, c'était pas écrit nécessairement en blog. Donc, effectivement, souvent, on appelait ça une chronique. Mais bon, ça a été cancellé. Fait que c'est ça. Mais là, demain, je sais pas si on peut dire quelle date on est. Là, on est le 13 avril, si je me trompe Oui. pas. Donc, demain, normalement, je commence une chronique dont la fréquence sera déterminée à Montréal Live. Donc, Ah! à Québec. Ouais, je suis super content. Félicitations. Ben, merci. Puis ça s'ajoute à ma collaboration avec Tout peut arriver avec Marie-Louise Arsenault à Montréal, à Radio-Canada. Donc, quand même. C'est ça, je savais pas si tu faisais encore Ouais, ça. ouais, Parfait. effectivement, une fois par mois. Fait que ça fait deux ambiances différentes. Encore là, Vraiment. deux créneaux différents. Fait que c'est le fun. J'essaie de parler à tout le monde de différents sujets. Puis, ben voilà. Fait j'espère continuer avec ces deux-là. Mais en même temps, le monde des médias, ça fait assez longtemps que j'en fais. J'ai commencé à Radcan Estrie il y a peut-être 10-12 ans. Puis c'est très instable, ça bouge beaucoup. Là, les médias traditionnels, on a des contrats, on les perd et tout. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Dans 6 mois, ce sera peut-être autre chose. Ce sera peut-être plus rien. Mais là, je vais commencer un petit peu une tournée de balado. Puis Ouais. ça, j'aime bien ça aussi. Fait que je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Ben écoute, on espère que justement tu perdras pas de contrat parce que tu es venu Ben, à on sait Green jamais là, Neuron. on sait jamais là. T'es aussi co-signataire du rapport Pelcha-Rousseau Ouais. qui est sur la laïcité. Absolument. T'es beaucoup associé à ça. Ouais, la effectivement. laïcité, tout ça, est-ce que c'est juste un mandat que tu as eu comme ça ou c'est vraiment comme un combat de vie pour toi, la laïcité? C'est vraiment un combat. D'ailleurs, je pense même en faire un livre à un moment donné. Ok. Donc, si un jour je le fais, je pourrais peut-être en revenir. Ça me serait un prétexte pour Absolument. revenir. Mais ouais, effectivement. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser au dossier de la laïcité. Ça fait très longtemps. Donc, je vous fais une histoire longue courte, mais si tu veux la version longue, tu pourras me relancer. Donc, j'avais travaillé, je pense, en 2002, genre, pour la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, genre emploi d'été d'étudiants au bac en droit. Ah ouais, on a tous eu des emplois d'été comme ça, oui. Voilà, exactement. Donc, puis là, j'avais travaillé sur les accommodements religieux, accommodements raisonnables en général, accommodements religieux en particulier, au Nouveau-Brunswick. Puis là, ça existait un peu au Québec, mais c'était pas encore médiatisé. Puis là, j'avais vu comme que je trouvais ça quand même étrange de dire quelqu'un parce qu'il y a une religion, il n'a pas à suivre les règles que tout le monde suit à sa face même, c'est étrange, mais en même temps c'est très logique en common law, moins en droit civil qui est notre tradition au Québec avec le code civil. Donc j'avais connu ça, puis là quand je suis arrivé au Québec, j'ai commencé à travailler sur cette question-là dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, puis après ça c'est devenu très big, comme on dit. Il y a eu la crise des accommodements religieux et tout. Mon livre est sorti juste avant, donc on ne sait pas si c'est mon livre qui a déclenché tout Oui, ça. oui. Mais pour la petite anecdote, à un moment donné, au Gala de la 10, donc 2006, je croise Mario Dumont et je lui remets mon livre. Puis là, notamment sur cette question-là, puis là, sauf erreur, quelques mois après, mais c'était peut-être avant, là, peut-être que je me trompe, Mario Dumont et l'ADQ à l'époque ont fait du chemin sur la question des accommodements religieux. Donc, je raconte ça, puis évidemment, vous comprenez là, que
c'est factuellement vrai, mais je suis pas en train de dire que j'ai Que été c'est avec toi, mon là. petit livre de mémoire de maîtrise qui a été vendu à un nombre très très limité de copies, que j'ai eu l'impact. Mais bref, ça a donné que j'ai travaillé là-dessus avant que ça devienne la grosse question d'actualité. Ensuite, ça l'est devenu, puis là, ben, j'étais bien placé pour commenter ça. Donc, là, ensuite, j'ai rédigé un mémoire. J'ai travaillé sur le mémoire du Mouvement national des Québécois à la commission Bouchard-Taylor. Puis après ça, j'ai continué à m'intéresser à la question de la laïcité d'un point de vue un petit peu juridique. Puis ensuite, sur le plan plus personnel, j'ai quelqu'un proche qui a eu des enjeux par rapport à une religion. OK. Donc l'accompagner au plan personnel, plan juridique. Ensuite, je me suis retrouvé conseiller pour le ministre Jolin Barrette au moment de l'adoption du projet de loi 21, donc en 2019. Puis après ça, j'ai été recruté par le Mouvement laïque québécois pour devenir le deuxième avocat, parce qu'ils ont un avocat historique, Maître Luc Allary. Mais là, c'était tellement gros comme dossier, la défense de la loi 21, qu'il y avait besoin d'un junior. C'est drôle parce qu'il m'appelle encore son junior. Quand il a à peu près 75 ans, fait que j'ai 45 ans, puis j'étais encore un junior, ce qui est le fun. Puis, fait que là, on a commencé en cour supérieure, cour d'appel, cour suprême, donc la question de la laïcité. Puis là aussi, on avait pas juste des arguments théoriques, on avait vraiment des gens, des membres du mouvement laïque québécois, souvent des gens qui viennent d'Afrique du Nord, puis qui arrivent ici, puis ils veulent surtout pas de religion à l'école, surtout pas de pression pour les enfants, particulièrement les jeunes filles. Fait que là, c'est nos clients qu'on représentait. Ensuite, c'est devenu nos témoins. Puis, c'est ça. Puis là, après tout ça, quelque part entre la Cour d'appel et la Cour suprême, ben là, j'ai eu le mandat avec Christiane Pelchat pour le comité d'études pour faire le bilan de la loi sur la laïcité, proposer des recommandations là, pour améliorer tout ça. Pour renforcer, dans le Exactement. fond. C'était exactement ça comme le mandat. Absolument. C'était assumé comme tel. Parce que c'est ça, tu sais, de plus en plus, je veux dire, c'est pas aller nécessairement s'améliorant au Québec au niveau de, justement, l'intégration religieuse, les espèces de tensions, puis la religion qui s'impose un petit peu. Fait que c'est pour répondre à quelle demande, au juste qu'il y avait ce mandat-là là, de renforcer la laïcité puis d'avoir vos recommandations. Ouais, donc ça faisait suite à l'affaire de l'école Bedford, qui n'est pas seulement une question de laïcité, puis il y a plusieurs qui insistent là-dessus, puis c'est vrai, mais en même temps, il y avait des enjeux liés à la religion, donc je sais pas si tu veux que je rappelle un petit peu. Oui, peut-être un petit rappel, ouais. parce que moi, je suis allée lire un petit peu là-dessus pour me rappeler, puis je trouvais que dans les articles de journaux, ils parlaient pas beaucoup de la question religieuse. C'était comme, 11 professeurs ont été suspendus et mis sous enquête parce qu'ils ont imposé un climat toxique, that's it. Puis là, j'étais comme, ben, où l'enjeu de laïcité là-dedans? Donc, c'est ça. Quand on va voir le rapport d'enquête du ministère de l'Éducation, c'est là qu'on voit, mettons, il y a des exemples. Bon, il y en a qui refusaient, des professeurs qui refusaient d'enseigner certains éléments liés à la science. Puis là, on se doute que c'est pour des raisons religieuses. Okay. À un autre moment donné, il y a un élève qui tombe par connaissance. Puis là, le réflexe de l'enseignante, si je me souviens bien, c'est de faire une prière plutôt que d'appeler les secours. Donc, il y avait différents éléments comme ça. Donc, on voyait, puis il y avait des liens entre la mosquée locale et certains des enseignants. Fait il y avait un élément de religieux. C'était pas que ça. Il y avait des enjeux de syndicats, d'inefficacité bureaucratique, juste de fautes professionnelles qui peuvent être individuelles. Mais il y avait un aspect religieux dans tout ça. Donc, là, à ce moment-là, il y a eu l'enquête du ministère sur cette école-là. Ensuite, sur une dizaine ou douzaine d'autres écoles où il y avait aussi des éléments par rapport à ce qu'on appelle parfois des atteintes à la laïcité. Puis là, il y a eu un projet de loi là-dessus, 94. Mais nous, quand on est arrivé, ce que nous a confié le ministre, c'était de faire une enquête pour faire un bilan de la loi sur la laïcité, puis des influences religieuses en général, mais pas partout sauf à l'école primaire secondaire. Okay. Parce que ça avait été déjà couvert dans le projet de loi 94. Puis là, on comprend, pour ceux qui savent connaissent un petit peu la politique, il y a toujours des petites guéguerres d'ego, mais c'est correct, puis ça fait partie de la game. Donc, on comprend que M. Drainville avait voulu aller rapidement avec son projet de loi 94 sur l'éducation. Puis M. Roberge, lui aussi, voulait agir pour la laïcité. Mais là, dans les écoles, c'est comme si c'était M. Drainville qui avait le premier décidé qu'il s'en occupait. Donc, pour M. Roberge, il restait tout le reste de l'État québécois. Fait que là, au début, on était comme assez bizarre parce que l'école, c'est au cœur de la laïcité. Fait que tant qu'à faire une enquête sur la laïcité, aussi bien aller dans les écoles. Puis après ça, quand on a réalisé que notre mandat, c'était plus de 1000 municipalités, toutes les sociétés d'État, les sociétés de transport, les services de garde, les hôpitaux. C'était tellement immense qu'on était juste bien contents de ne pas avoir les écoles secondaires et primaires. Puis finalement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des gros enjeux, particulièrement au niveau des services de garde et des cégeps. Donc, ce qui est logique, parce que la laïcité, c'est beaucoup en matière d'éducation que ça se joue. Fait qu'à partir du moment où école secondaire, primaire, c'était pas notre priorité,
ben naturellement, ce qui est ressorti, c'est les services de garde et les cégeps. OK. Puis là, quand on dit laïcité, est-ce que ça implique les signes religieux, les symboles religieux, mais ça va plus loin que ça parce que là, je pense que il y a justement la prière, il y a justement d'enseigner certains trucs, il y a même la nourriture halal, là, qui a eu un scandale dernièrement. Fait que c'était quoi au juste? Donc, c'était à la fois un bilan de la loi, donc les grands principes de la laïcité, donc séparation État-religion, liberté de conscience, liberté de religion, égalité citoyen-citoyenne. Là, j'en oublie un, faire exprès. Neutralité religieuse de l'État. Donc, les 4 principes de la loi. Puis là, ça, c'est assez large. Fait que ça touche à plein de choses que tu viens de nommer. D'autre part, il y a les règles plus précises. Interdiction du port de signes religieux pour des personnes en autorité. Et interdiction du visage couvert pour pratiquement tous les employés secteur public, parapublic. Fait qu'on devait faire un bilan de ça. Puis comme les principes, c'est très large, ben donc le bilan, c'était vraiment de voir qui est-ce qui a pas le droit de mettre des signes religieux, est-ce qu'il en met pas, puis s'il y a des droits acquis, est-ce que c'est bien contrôlé, bon et tout, est-ce que c'est simple d'appliquer, de voir c'est quoi un signe religieux, de voir qui a un droit acquis ou pas. Fait qu'on était sur cette règle-là, mais on était aussi sur les grands principes, ce qui nous a effectivement permis d'aller voir toutes ces questions-là. Puis là, on a découvert vraiment plein de choses fascinantes, des CPE 100% halal. Okay. C'est juste plus simple pour tout le monde. C'est un peu comme ça qu'ils voient ça. Avec certains parents très revendicatifs. Fait que c'est pas nécessairement la direction du CPE qui est ultra pratiquante, islamiste ou quoi. C'est pas ça. C'est plus des pressions de certains parents. Puis là, la façon simple de gérer ça, c'est que si tout est halal, on n'a plus de problème. Fait que dans le fond, comme la personne qui dirige le CPE n'est pas nécessairement musulman, mais va prendre la nourriture halal juste parce que pour que tout le monde soit content. Parce que dans le fond, on se dit, mais ça change quoi de la nourriture qui a été comme, je sais pas trop, bénie ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que ça change au goût? Fait qu'arrêter de chialer. Fait que c'est un petit peu tout le temps ça. C'est pour un petit peu acheter la paix, quelque part. Là, c'est ça. Okay, je voudrais pas qu'on s'éloigne du sujet, mais... c'est pas justement d'avoir peur de mettre des limites puis d'aller tout le temps en se disant c'est pas si compliqué ça, on va le faire là. Franchement, on se cassera pas le bessic avec ça. C'est pas de même justement qu'on finit par perdre notre autorité, pas notre autorité, mais nos droits acquis, puis notre identité, puis toutes ces affaires-là. En se grugeant nous autres mêmes pour donc être des bonnes personnes inclusives. Puis tu sais, c'est souvent ça, même pas juste pour la bouffe halal, je veux dire le port du voile aussi, tu sais, qu'est-ce que ça change dans notre vie à nous qu'une personne ait les cheveux couverts ou pas. Fait que comment vous déterminez ça, justement, comment vous faites des recommandations avec tous ces enjeux-là, puis de ceux aussi qui veulent garder la culture québécoise, parce que nos signes religieux chrétiens font partie aussi de la culture. Fait que comment on détermine tout ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, un réflexe qu'on a eu, c'était de voir c'est quoi les bonnes pratiques. Donc, nous, c'était vraiment terrain. C'était vraiment de la socio du droit. On n'était pas juste dans nos grandes revues de littérature et nos grands principes. Là, on parlait à des gens sur le terrain. Puis on voyait que des places, ça allait bien, puis des places, ça allait moins bien. Donc, les places que ça allait bien, très souvent, c'est que c'était clair. Puis donc, on refuse tel type d'accommodement, on dit non, on trouve parfois une solution. Il peut y avoir un dialogue, ça ne veut pas dire que c'est une fermeture ou une agressivité, au contraire, mais il y avait des limites claires. Donc, autant pour les CPE que les cégeps, quand la limite était claire, puis que toute l'équipe se tenait. Donc, il faut que ça vienne de la direction, puis que tous les employés se tiennent. Fait que, mettons, dans un CPE, la direction a une ligne claire, on n'accepte pas les demandes de 100% halal ou les enfants qui jeûnent, on n'est pas d'accord avec ça. Bon, il y a une ligne. Puis là, mettons que vous avez toutes les éducatrices suivre la ligne, sauf une. Mais là, ça marche pas. Parce que la une, les parents s'habituent à elle. Puis là, pourquoi ça marchait avec elle? On a eu l'accommodement pour mon enfant avec une telle. Pourquoi quand ça change de surveillante, ça marche plus? Fait que là c'est tout à refaire. Donc, il faut vraiment que tout le monde tienne la ligne, que la direction ait du leadership, puis que tout le monde tienne la ligne. Puis quand ils font ça, puis qu'ils sont plutôt fermes, ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir des petits accommodements à la marge, ça fonctionne bien. Alors que quand on n'a pas de ligne claire, que la direction ne veut pas trop se mouiller, que ça dépend d'une éducatrice à l'autre, là, c'est le bordel. Puis là, il y a certains parents qui en demandent toujours plus, toujours plus. Fait que ça, c'est le premier élément. Donc, on regarde vraiment les bonnes pratiques. L'autre élément, c'est de dire, tu sais, c'est pas vrai comme que la liberté de religion, c'est au-dessus de tout. Tu sais, Maître Christiane Pelcha, avec qui je co-présidais le comité, elle disait, tu sais, c'est fini la prime aux religieux. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de dire, bon, quelqu'un veut de la nourriture halal, ça peut être considéré comme dans sa liberté de religion, on peut être ouvert à ça et tout, mais quelqu'un qui en veut pas, c'est tout aussi valable. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que quand je réclame quelque chose en raison de ma religion,
là, ça requiert un respect absolu, puis si vous me le donnez pas, vous portez atteinte à mon identité intrinsèque, puis c'est de la cruauté. Puis si je demande quelque chose pour des raisons politiques, de valeurs non religieuses, ben là, c'est... T'es un bébé là, ouais, c'est ça. Là, ça, c'est pas important, puis c'est limite islamophobe, là, si ça se trouve. Là. Non. Liberté de religion, liberté de conscience, c'est super important les deux. Maintenant, tout le monde a droit à être respecté dans ses droits, puis il faut trouver des compromis. Donc, une fois qu'on dit ça, bon, ben là, on évite, forcément, on dit non à certains accommodements qui vont trop loin, où tout le monde est 100% halal, ça se défend pas là, du point de vue du respect de la liberté de conscience de ceux qui, pour des raisons légitimes, veulent pas de nourriture qui respecte des prescriptions religieuses. Mais là, on parle beaucoup de halal, tout ça, mais la laïcité, c'est toutes les religions. Ouais. Donc, la religion catholique aussi. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que j'entends beaucoup comme critique autour de moi contre la laïcité, c'est justement que la religion catholique fait partie de notre culture, de notre histoire québécoise, fait que ça efface en même temps un petit peu notre culture. C'est quoi le point de vue là-dessus des gens qui, justement, tu sais, qui font ces lois-là? Ben, c'est sûr que d'une part, forcément, quand on dit séparer État-religion, c'est toutes les religions. Donc, on pourrait pas faire... Puis ça a déjà été plaidé devant les tribunaux. Mais c'est ça, je sais que c'est pas ça a déjà été essayé nouveau, de dire, ouais, mais là, le catholicisme, c'est un petit peu historique, on peut garder un côté patrimonial. Bon, ça a été écarté dans l'affaire Mouvement laïque contre Saguenay, où le maire de Saguenay disait, je peux faire ma petite prière, puis c'est comme un peu patrimonial et tout. Non, la Cour d'appel a décidé que c'était pas un bon argument. Puis ça a été comme repris dans la loi sur la laïcité, où on a copié-collé des extraits de ce jugement-là quand on dit neutralité religieuse en fait et en apparence. Donc on s'est vraiment inspiré de ça. Fait que ça a été réglé entre guillemets. Ensuite, l'autre, une fois qu'on a dit ça, je pense que parfois, c'est perçu par certains groupes religieux. Puis moi, je suis beaucoup en dialogue avec les groupes religieux. Je suis pas du tout genre, je suis dans ma tour d'ivoire avec mes militants laïcards, puis je parle pas assez vulgaire, fanatique. Là, je suis vraiment pas dans cette optique-là. Continuellement, je suis en dialogue. J'étais invité par l'Institut Cardus il y a pas longtemps. Il y avait à peu près toutes les religions présentes. Puis, donc, je suis assez conscient de ça. Puis c'est important de maintenir ce dialogue-là. Puis, un des points, dans le fond, c'est ça. C'est que parfois, c'est perçu comme... Si vous voulez séparer radicalement religion, État, ou en tout cas fermement État-religion, c'est comme c'est contre les religions. Mais moi, j'ai pas cette optique-là. Moi, j'étais assez vieux pour avoir connu l'époque où on allait à l'école publique catholique, où on allait à sa première communion avec la maîtresse d'école, où le curé venait en classe. Puis, je pense pas que ça nécessairement favorisait un épanouissement de notre foi catholique. Là, je trouve que en y repensant, c'était comme une espèce de mélange des genres un peu douteux. Fait que moi, j'ai l'impression que la laïcité, au contraire, ça peut permettre aux religions de s'épanouir en dehors de l'État, vraiment, puis aux gens d'y adhérer ou pas de manière libre. Puis ce qui confirme ça, c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions. C'est peut-être plus une corrélation qu'une relation de cause à effet. Mais on parle depuis quelques semaines d'un retour du religieux. Donc, il y a une explosion du nombre de baptêmes chez les catholiques, puis souvent des adultes qui se font baptiser. Je pense qu'il y a quelque chose de semblable chez les protestants. L'islam, c'est en croissance au Québec, mais pour d'autres raisons. Fait que, clairement, après une phase de laïcisation intensive, là, depuis 7-8 ans, il y a un retour du religieux. Fait que, clairement, si l'abus de la laïcité, c'était d'éradiquer la religion de l'espace privé, ce serait un lamentable échec. Évidemment, c'est pas ça l'objectif. Ben, c'est pas tant à propos de ça. T'sais, moi, je trouve ça bien correct aussi là, qu'avec l'école, on ait pu se faire genre première communion puis tout ça, mais c'est plus par rapport à des petits trucs comme justement les crucifix. Ouais. J'avais un autre exemple. Oui, ben c'est ça, les petites chaînes avec la petite croix, mais aussi à Noël, juste Noël, fêter Noël, la crèche, des trucs comme ça. Il y en a qui sont comme, ben là, ça fait partie, là, la crèche, on est beaucoup de gens à pas vraiment être des chrétiens pratiquants, mais on veut comme la crèche en dessous du sapin de Noël parce que, fait que c'est plus comme des petits trucs comme ça. C'est une vraie question. Puis là, je pense que c'est difficile de tracer une ligne là, absolue de manière claire qui va nous donner exactement la direction dans chaque cas. Je pense qu'il y a des cas comme Noël. On s'entend que c'est plus commercial que religieux. Fait que moi, je sens pas qu'on n'est pas dans un État laïque parce qu'il y a un calendrier qui fait qu'il y a des congés à Noël. Je pense qu'on peut très bien être laïque et avoir une fête qui,
autrefois pouvaient être religieuses. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup moins, voire plus. La crèche, bon, ben là, comme, tu sais, s'il y a un petit Jésus, là, c'est plus difficile de dire que c'est pas religieux, ce qui nous ramène à l'argument de dire, ouais, mais c'est patrimonial. Et C'est ça. à mon avis, on l'a écarté, celle-là, pour des bonnes raisons. Fait que c'est ça, tu sais, c'est là qu'il faut trouver. Mais c'est sûr que moi, je suis contre les excès de dire on remplace le drapeau du Québec par le monolithe, puis des choses comme ça. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Là. Autant je suis pour la laïcité, puis j'ai fait beaucoup de travail dans ce dossier-là, autant s'il y avait des... Ben, à ma connaissance, il n'y a aucun groupe pour la laïcité qui réclame ça, donc c'est peut-être un exemple extrême, là, mais s'il y avait des groupes qui réclamaient ça, moi, même si je peux être proche d'eux autres, dans d'autres combats, je les suivrais zéro. Là. Fait que je pense qu'il y a quand même moyen de préserver. Il y a moyen de dire que oui, le drapeau du Québec, il y a une croix. Oui, on sait que historiquement, c'est pas un hasard s'il y a une croix, mais ça fait pas en sorte qu'on est moins laïque. Il y a comme des nuances à apporter. Fait que je pense que c'est là-dedans qu'on est, puis au fil du temps, on va trouver une voie de passage là, qui nous permettra de préserver un certain nombre de symboles qui, autrefois, de manière lointaine, ont pu être chrétiens. Aujourd'hui, ils sont laïcisés, donc on les accepte d'un État laïque. Je sentais que ça s'en venait. Il y en a plein, il y en a plein! Mais... Toi, ça te trigger. La moi, laïcité. j'ai beaucoup de misère avec la laïcité. Ben, c'est correct. J'ai l'impression que... Vous avez pas l'impression que tout ce travail-là, vous le faites en ce moment absolument pour rien, parce que je sais que vous n'êtes pas vous n'avez pas rapport nécessairement avec l'immigration pis tout, là, mais si on regarde au niveau de la population, là, en termes de pourcentage québécois de plus de souches, ou ici depuis plusieurs générations, et ceux qui arrivent, la quantité d'enfants qu'on fait par foyer, si l'immigration n'arrête pas demain matin, dans 3 générations, selon l'IA, là, on va être à 70% de la population immigrants. Fait que les lois qu'on passe en ce moment sur la laïcité, est-ce qu'ils vont être encore capables de tenir dans 2 puis 3 générations? Parce que c'est beau, là, agir en ce moment, mais le problème, le fond, il est pas traité non plus. Puis il est pas traité parce qu'on est sous le dogme d'être de gentilles personnes. Fait qu'être des gentilles personnes, ça l'empêche justement de tracer des limites claires puis de dire, ben nous, ici, la crèche, ça a toujours été... Vous, telle ou telle pratique de vos religions rentre en conflit avec nos valeurs et on est chez nous. Donc, on affirme qu'on refuse ça, puis on commencera pas à jouer à la game de ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, alors on va arrêter, nous, nos comportements, nos traditions, puis nos choses qu'on faisait ici avant que vous arriviez. C'est-tu si méchant que ça, puis si extrémiste, de juste prendre une position puis de dire, ben, en 2026, c'est comme ça ici, puis quand même bien la quantité de personnes qui arrivent, ça va rester comme ça, puis on est chez nous. J'ai l'impression qu'il est là le vrai problème, parce que on essaie de passer des lois, mais d'être équitable, puis égal, comme des parents qui sont pas capables de mettre un en punitence sans mettre l'autre, parce que ça serait donc pas juste pour celui qu'on punit si l'autre, lui, il l'est pas. Fait que là, au final, tu te retrouves, tu fais plus de discipline. C'est de même que je vois la patente. Puis c'est ça. Je vais te laisser rebondir. Ouais, non, c'est super intéressant. Ces questions sont tout le temps... Elle parle pas beaucoup, mais quand elle en pose une... Moi, c'est ça. Ça dit pas, là. Il faut que tu prennes des notes. C'est bon, non, j'ai pris des notes. Non, c'est super intéressant. Première réponse un peu plus intello, abstraite. Moi, j'étais un peu universaliste. J'imagine avec Muriel, tu as dû en parler longuement. Donc, autrement dit, moi, je pense que peu importe les origines, peu importe les religions, on peut tous devenir québécois, puis bon, chacun peut pratiquer sa religion, même si c'est bizarre à la limite dans sa vie privée et tout, puis ça change rien pour l'espace public, la nation. Ça, c'est un peu théorique, j'y crois un peu, après ça, je suis conscient que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Puis sur la question de l'immigration, c'est sûr que quand il y a des volumes extrêmement élevés, ça devient plus difficile. Donc voilà, donc ça, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, puis des fois, on peut se faire dire que c'est pas politiquement pas correct de le dire, mais il faut le dire. Puis bon, donc quand il y a des volumes moins élevés, je pense que on a ça devient, je pense, plus gérable que les gens, dans le fond, peu importe leur religion, mais s'ils arrivent ici, puis
ils tiennent compte des mœurs et tout, puis ils disent, bon, mais ici au Québec, peut-être la religion, on peut continuer, mais peut-être un peu plus dans le privé que dans l'espace public à pu finir. Si c'est ça le réflexe, après ça, ils peuvent être super religieux dans le privé, bon, en respectant les droits des enfants, des femmes et tout, là, mais je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour des gens différents, notamment au plan religieux, dans l'espace privé. Moi, assurément pas dans l'espace étatique. Là, dans l'espace public, c'est un peu... il y a des limites à tracer, mais il peut y avoir un peu de place pour le religieux. Donc, ça serait un premier élément de réponse. Ensuite, moi, concrètement, sur la question de l'immigration, puis là, je souhaite pousser cette question-là. Donc, encore un autre projet de livre que je viendrai dont je viendrai vous parler. Je pense qu'au Québec, on devrait prioriser l'immigration française. Donc, pas francophone au sens large, ce qu'on fait déjà depuis les années 90, puis ça fait en sorte que oui, il y a une immigration française, il y en a aussi d'Afrique du Nord, d'Haïti, d'Afrique en général. Et c'est correct, puis je pense qu'il y a plein d'histoires à succès partout au Québec, puis il faut continuer, mais je pense qu'on aurait intérêt, évidemment, avoir des volumes qui font en sorte que ça respecte notre capacité d'accueil, mais je pense que l'immigration française pourrait être priorisée, puis que dans l'ensemble du volume, sans que ça devienne 100%, que ce soit une part plus importante pour plein de raisons. D'abord, la langue, évidemment. Ensuite, on veut souvent une immigration de gens éduqués. Moi, je dirige un programme universitaire, puis je veux recruter des gens à l'étranger. Puis je recrute beaucoup des Français. Je recruterais des Africains si je pouvais, mais les frais de scolarité sont très élevés pour les Africains, donc je recrute beaucoup des Français. Donc, ils ont souvent un niveau d'éducation plus élevé. Ensuite, la langue, les francophones au sens large, le français, c'est pas toujours leur langue première. Puis les non-francophones, mais encore plus. Puis ils arrivent, ils se francisent, puis c'est correct, mais ça fait en sorte que quand quelqu'un est francisé ou francophone, mais que c'est pas sa première langue, souvent, il peut travailler en français, puis c'est super bon, puis ça contribue au français, la langue de travail, mais souvent, c'est pas nécessairement la langue à la maison. Puis là, c'est un peu controversé de dire qu'on doit se préoccuper de la langue à la maison. Moi, j'ai étudié les questions de langue, puis je peux vous dire que c'est important la langue à la maison parce que c'est celle des enfants, donc celle de l'avenir. Puis c'est celle de la consommation des produits culturels. Donc, si à la maison, vous parlez une autre langue que le français, tant mieux si au travail, vous parlez français, mais forcément, ça va avoir un impact sur la culture québécoise si à la maison, il n'y a pas de produits culturels en français, donc pas de produits culturels québécois, en tout cas au sens traditionnel. Donc, l'immigration française pour cette raison-là. Ensuite, parce que les relations internationales du Québec, c'est super important pour l'économie, pour l'avenir du Québec ouvert au monde. Essentiellement, ça passe par la France. Je veux dire, oui, évidemment, il y a des contacts ailleurs dans la francophonie notamment, mais essentiellement, si le Québec a une politique internationale, c'est parce que la France a bien voulu qu'on en ait une, puis on pourrait en avoir une plus ambitieuse, notamment, particulièrement en collaboration avec la France. Donc, clairement, là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Puis, il ne s'agit pas d'être nostalgique de la Nouvelle-France ou d'idéaliser la France. Je sais qu'ils ont plein de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui viennent ici. Mais, je veux dire, au niveau de la politique internationale du Québec, il faut maintenir ça. Puis là, c'est un problème quand on vient limiter l'immigration, puis qu'on renvoie chez eux ou qu'on ne renouvelle pas des titres de séjour de Français. Là, il y a eu une sortie récemment, je pense que c'était l'ambassadeur de France au Canada ou le délégué général au Québec qui est sorti pour dire que là, c'est un problème. Là. Tous les Français là, qui voient leur papier pas renouvelé, qui ont tout quitté. Donc là, ça devient problématique de ne pas avoir une politique d'immigration qui priorise les Français. Puis ensuite, juste au niveau échange économique, le Gabon, tout ça, il y a plein de pays d'Afrique qui ont des hauts taux de croissance, puis il faut investir là, mais ça n'a rien à voir avec la France, qui est une puissance économique incroyable. Donc, on pourrait avoir encore plus de liens économiques. Puis ça va très bien quand il y a des Québécois en France puis des Français au Québec là, pour développer des liens commerciaux. Il n'y a rien qui bat ça. Ensuite, les frais de scolarité sont beaucoup plus bas au Québec. En fait, les Français paient les mêmes scolarités que les Québécois. Donc, beaucoup moins que les Canadiens des autres provinces. Moi, je fais toujours la blague quand je vais en France. Ils trouvent ça bien drôle de voir qu'un Français paie des frais de scolarité comme considéré comme un Québécois, alors qu'un Ontarien est considéré comme un étranger. Pas tout à fait parce qu'il fait moins que les étrangers. Mais bref, on a une politique de frais de scolarité qui fait en sorte qu'on a plein de Français qui arrivent chez nous. Puis là, une fois qu'ils ont été à l'université pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, s'ils décident de rester, clairement, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Non seulement ils sont formés en français, mais ils sont formés en français au Québec. Je veux dire, clairement, c'est l'immigration qui réussit le mieux au niveau économique, niveau de la langue, évidemment. Puis même au niveau des valeurs et tout, même si ça, c'est plus difficile à calculer, c'est un peu un terrain glissant. Forcément, pas tous. Après ça, on pourrait faire plein de cas d'exception, mais voilà, globalement, on peut penser qu'il y a quand même une proximité de valeurs entre le Québec et la France, même s'il y a plein d'exceptions, plein de nuances. Fait que tout ça mis ensemble, moi, je pense qu'il y aurait vraiment... Ça peut être politiquement, ça peut être un projet. Probablement transpartisan, parce que tous les partis auraient, pour des raisons différentes, intérêt à aller dans cette direction-là. Mais c'est quelque chose que je souhaite mettre de l'avant dans les prochaines années, là, de dire
il faut vraiment en faire un projet politique de l'État québécois de favoriser l'immigration française au Québec. Je pense que ça répondrait un petit peu à peut-être certaines des interrogations, des préoccupations que tu émettais, ou en tout cas que je perçois en sous-texte. Là. En sous-texte de jeu de sourcils. Ouais, exactement. Mais oui, mais ça rejoint aussi tantôt quand je disais... Parce que là, on y va sur les critères de qui peut venir. Bon, OK, la langue et tout, c'est super important, la langue, mais c'est pas ce qui va créer le plus de conflits dans la société, dans la population. Fait que si, mettons, quand ils ont fait les premiers accommodements raisonnables, toutes ces petites décisions-là, ben moi, ce que je trouve, c'est que ceux qui sont là-bas et qui veulent s'en venir reçoivent le message que nous, on va s'adapter à eux. Ouais. Fait que déjà là, l'intention de la personne qui s'en vient, il y a un bug aussi. Il faut que la personne qui vienne ici soit en admiration avec notre culture, pas nous glorifier, mais tu sais, ait des percepts, des valeurs... un intérêt, là, oui, pour, faut que ça soit compatible. ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que le problème en ce moment, c'est que ceux qui viennent, ils n'aiment pas nos valeurs. Nos valeurs sont à l'encontre de leurs valeurs. Puis je veux juste ajouter à ça aussi, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était pas comme ça avant, puis qu'avant, justement, les gens qui venaient ici, c'était pour une vie meilleure, justement parce qu'on était plus libre, parce qu'on était moins religieux, parce que, tu sais, il y avait moins d'oppression, justement, puis on dirait que ça s'est changé un petit peu. Est-ce que parce que là, on s'entend qu'il y a des gens qui pratiquent des religions, comme, mettons, des musulmans, qui sont déjà ici, là, donc qui sont déjà des Québécois, qui sont des citoyens canadiens, donc on peut pas dire que c'est des gens qui arrivent, c'est des gens qui sont ici. Est-ce que les gens se sont radicalisés dans les dernières années, justement, à cause de l'immigration, puis à cause qu'on n'impose pas assez notre culture, puis qu'on laisse trop les gens faire n'importe quoi? Est-ce que ceux qui étaient déjà ici, des Québécois, mettons, musulmans, qui étaient vraiment pas très radicaux dans leur religion, sont devenus plus radicaux à cause de qu'est-ce que nous, on fait, puis qu'on laisse faire tout le monde? En tout cas, je sais pas si c'est clair. Ouais, non, absolument. J'aurais tendance à dire oui pour la raison suivante. C'est-à-dire que chacune des communautés ethno-religieuses et tout, il y a différents courants. T'sais, c'est rarement monolithique. Donc, il y a des plus pratiquants, il y a des moins pratiquants, il y a des semi-pratiquants et tout. Puis là, quand l'État vient reconnaître que les plus pratiquants, là, ben, ils ont raison. Ils ont le droit à leur menu halal, puis ils ont le droit à telle journée de congé payée de plus, puis ci, puis ça. Mais là, qu'est-ce qu'ils font les plus religieux dans leur communauté? Ils se retournent vers les moins religieux, puis comme tu vois bien, même l'État québécois nous dit qu'on a un jour de congé de plus. Fait que tu sais, pourquoi ton enfant mange pendant le ramadan? C'est reconnu à l'école, là, ils nous ont tout accommodé, ils font pas d'éducation physique, puis quand il fait soleil, personne ne sort dehors, ben c'est le ramadan. Donc, tu vois bien que tes enfants ne devraient pas manger. Fait que quand l'État québécois fait des accommodements pour être ouvert, pour être gentil, l'effet que ça a, c'est que dans le rapport de force au sein de la communauté, ça renforce la frange la plus radicale. Alors que ceux qu'on devrait renforcer, c'est au contraire la frange plus favorable à la laïcité, qui peut-être pratique dans sa vie privée, puis c'est bien correct, mais il y a vraiment des gens dans la communauté, particulièrement dans la communauté musulmane. La plupart de nos témoins au procès de loi 21 sont de cette communauté-là. Puis c'est les premiers au front à se battre pour la laïcité, justement parce que sinon il y a des pressions communautaires. Fait que c'est très important le message que l'État québécois envoie à ces communautés-là. Ben c'est ça, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que oui, ça a l'air méchant, mais que la seule façon que nos traditions puis nos cultures se grugent pas, c'est d'imposer une laïcité avec un genre de tout ce qui est québécois prévaut sur le reste, parce que oui, du favoritisme québécois, genre? Oui, 100%. Il faut être favoritisme envers nous, parce que sinon, quel message ça envoie? Mais genre, qui est-on? Non, mais c'est qui? ça. Non, mais je veux dire, quand tu dis québécois, parce que là, tu sais, on parle plus du côté religieux, fait que là, tu dis envers nous, mais comme envers nous en tant que chrétiens, parce que c'est dans notre culture, parce qu'il y a des Québécois qui sont pas chrétiens, il y a des Québécois qui sont musulmans, ouais. Fait que, tu sais, envers nous, ça veut dire quoi? C'est ça qui est dur à déterminer, là. Là, je comprends. Mais si ça devient... Parce qu'il n'y a rien qui empêche quelqu'un de dire « Ben moi, mon voile, c'est ma tenue vestimentaire. » Fait que si tu m'imposes d'enlever ma tenue vestimentaire, ben moi, les croque-tops au Québec, je veux plus en voir parce que ça m'agresse. Puis on est tellement mou qu'on va faire comme « Hey, ben oui, c'est vrai, là. On leur dit d'enlever le voile. » Fait qu'il va falloir que nous aussi, on s'ajuste à eux. Ça va prendre va falloir se déculpabiliser
Puis sortir de ce genre de dogme d'altruisme-là, là, qu'on se sacrifie pour rendre les autres confortables, parce que sinon, je m'excuse, mais le Québec, il va disparaître quand même bien qu'il n'y a pas de voile dans les écoles. Là. Ben, c'est là que je pense qu'on touche un peu aux limites de la laïcité. Je pense que c'est une question qui est importante, fallait le faire, puis il y a plein, là dans le nouveau, avec la loi 9 qui vient d'être adoptée, suite au rapport Pelcha-Rousseau, on encadre mieux les accommodements religieux, maintenant ça va être plus facile de dire non juridiquement, donc je pense que cette question-là, autant la loi 21, c'était juste des grands principes, c'était pas si clair, ça allait pas assez loin, là avec la loi 9, je pense qu'on est solide, on a fait vraiment beaucoup de chemin sur la laïcité. Puis peut-être qu'on touche aux limites. Là. Peut-être que les questions que vous évoquez à l'instant, c'est plus de la laïcité au sens strict. Ce qui nous mène à l'autre question, l'autre sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, puis j'ai une certaine influence avec d'autres, c'est le modèle d'intégration. Donc de dire effectivement, quand les immigrants arrivent, qu'est-ce qu'on leur donne comme message? Est-ce que c'est venez avec votre culture, puis on va subventionner pour que vous s'assurez que les petits-enfants issus de l'immigration gardent la culture du pays d'origine de leurs grands-parents? Ou au contraire, on leur dit venez au Québec et adhérer à la culture québécoise, qui n'est pas figée, qui évolue, qui peut s'enrichir d'apports provenant de partout. Puis ça, c'est un débat entre multiculturalistes, donc effectivement, toutes les cultures du monde sont bienvenues. Convergence culturelle, qui est l'approche que je défendais, que je défends toujours, qui est de dire la culture québécoise, c'est pour tout le monde, venez-vous-en, on vous demande d'adhérer. Puis évidemment, c'est peut-être pas réaliste pour la première génération, mais assurément, deuxième, troisième génération issue de l'immigration, il n'y a pas de raison pourquoi ils ne seraient pas partie de la culture québécoise, au sens des arts et lettres, mais pas que, au sens des valeurs, etc. Puis là, l'espèce de compromis, puis encore là, on était dans justement, là, on veut être gentil, puis on veut pas trop s'affirmer. C'est-à-dire, nous, c'est l'interculturalisme. Donc, on a notre culture, les immigrants ont leur culture, mais au moins, il faut qu'ils interagissent avec nous. Puis là, on se sentait, quand on disait ça, là, on se sentait un peu radical là, d'exiger un certain nombre d'interactions. Fait que ça, c'était comme la ligne sous le gouvernement Couillard, c'était mis de l'avant dans les politiques. Moi, j'étais comme, non, c'est largement insuffisant, il faut être beaucoup plus ambitieux. Fait que moi, à la suite de d'autres, à la suite de Fernand Dumont, Guy Rocher, j'ai rien inventé, je disais convergence culturelle. C'est-à-dire, oui, on peut reconnaître que les gens ont des backgrounds différents au niveau culturel et autres, mais il faut qu'ils convergent, il faut qu'on se regroupe autour de la culture québécoise. Ah ouais, il y a la cabane à sucre, tout le monde. Exactement. Parce que concrètement, l'intégration, c'est de participer à des institutions communes comme la cabane à sucre. C'est un très bon exemple. Puis là, j'ai beaucoup publié là-dessus, puis fait des conférences et tout. Puis là, quand ils ont fait le projet de loi 84, ils ont appelé ça intégration nationale, mais c'est quand même proche de la convergence culturelle. Puis ils disent la culture québécoise, c'est la culture commune. Puis là, il y avait plein de gens qui disaient non, vous ne pouvez pas faire ça. Et à la limite, vous pouvez faire la culture civique commune, genre la charte des droits, ça c'est en commun, mais pas la cabane à sucre et les arts et lettres. Là. Ça, c'est comme trop ethnique québécois. Là. On ne peut pas imposer ça aux immigrants. Là. La carte du racisme est de plus en plus utilisée. Fait que, non, puis pour une question, justement, dans ce que tu as fait, le travail que tu as fait, tu as dû l'entendre pas à peu près dans les... Tu sais, tu réponds quoi à ça? Dans quel contexte on te traite de raciste? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Dans le contexte de la laïcité, évidemment, c'est beaucoup islamophobie. Là, oui, c'est plus islamophobie. Mais bon, on est un petit peu dans les mêmes... C'est parce que la laïcité, c'est censé englober toutes les religions. Ouais, là, mais en tout cas... ça donne que c'est ça, l'accusation qui revient. Fait que, tu sais, je pense qu'encore là, moi, c'est ça. Ma position, c'est plus universaliste. Donc, moi, à la limite, les couleurs de peau, je pense que le mieux, c'est d'être aveugle à ça. Puis la tendance, ça a été, chez certains antiracistes, puis tu en as parlé avec Muriel, ça a été qu'ils mettent ça de l'avant, la race. Fait que là, il y a comme la réaction inverse de dire, ben là, si vous mettez ça de l'avant, c'est bon pour les Noirs de vouloir être représentés dans les institutions. Pourquoi ce serait pas bon pour les Blancs d'être autant représentés qu'avant? Fait que là, je trouve qu'on est dans une espèce de concurrence. Voilà, donc moi j'aime mieux position de principe, après ça dans les faits toujours plus compliqué, mais tu sais, universaliste, les couleurs de peau, on s'en fout. Bon, évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça dans les faits, mais je pense que c'est une bonne position de principe. Puis là, coup qu'on dit ça, ben si on se fout de la couleur de peau, de quoi on ne se fout pas? Puis là, c'est la culture. Là, c'est la culture québécoise, les arts, les lettres, mais les valeurs qui viennent avec ça, les mœurs. Puis là, on peut vraiment être ambitieux, les institutions communes, puis l'école doit servir à ça. Fait que moi, je suis plus de cette école-là. Tu sais, justement, dans la rue, tout ça, parce que, tu sais, vous autres, c'est vraiment comme plus dans les institutions, ben c'est juste dans les institutions publiques. Fait qu'on fait quoi avec, justement, les prières de rue, exemple, les burqas un peu partout? Comment qu'on s'oppose à ça? Comment qu'on exprime notre mécontentement face à ça, là? Ouais, ben c'est ça. Donc, le visage couvert, nous, on a parlé. Ça a été une bonne partie du rapport. Donc,
ce qui se passe avec le visage couvert, c'est qu'il y en a de plus en plus chez les étudiantes. Puis la loi sur la laïcité, à la base, c'était les employés, là, au sens large, pour ce qui était du visage découvert, la règle de l'obligation du visage découvert. Et là, il y avait aussi une règle qui disait pour les bénéficiaires de services, par exemple des étudiantes, c'était vrai au moment de l'identification. Par exemple, vous arrivez à un examen, il faut montrer son visage, sinon ça peut ne pas être la personne qui prétend suivre l'examen qui le suit, qui le passe, et pour des fins de sécurité. Donc, c'était très faible comme interdiction. Là. C'était comme vraiment juste dans les cas où c'est absolument nécessaire. Là, on propose d'aller plus loin, puis c'est dans la loi 9 de mémoire, donc de dire, ben là, nous, c'était particulièrement pour le monde de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de profs qui nous ont dit dans les cégeps, il y en a beaucoup à Montréal, des étudiantes à burqa, là, c'est pas, c'est pas 2-3, là. C'est plus de 10 dans plusieurs cégeps. Puis là, il y a des enseignants qui nous ont dit, c'est violent. C'est de la violence psychologique. C'est le mot que certains enseignants ont utilisé. Tu es en classe, puis tu as ça, cette espèce de fantôme dans ta classe. Puis là, tu es supposé avoir une relation pédagogique normale. Non, c'est pas normal. Donc là, on a décidé, pour des raisons pédagogiques, particulièrement là, dans tout ce qui est éducatif, ça devrait être interdit pour les étudiants également, en plus des enseignants, évidemment. Puis là, on répond mettons, à quelqu'un qui dit « Ouais, mais l'autre, elle a un bandeau dans les cheveux, elle a plein de piercings d'en face, elle a des tatous. » Fait que dans le fond, elle est comme toute totale, un capuchon, puis elle est toute recouverte. C'est quoi la différence que ça te fait que ton élève aille une burqa? Ben là, il aurait été ça deux choses. Au niveau, vraiment, l'argument, c'est vraiment la relation pédagogique. Donc, le regard, les réactions. Fait que là, à quel point parce que là, on voit plus rien du tout. Maquillage, puis on voit rien. Là, je sais pas. Là, fait que là, il faudrait voir, ça serait un petit peu du cas par cas. Mais au-delà de ça, au-delà du cas par cas, la burqa, on sait qu'il y a une idéologie derrière. Fait qu'il y a le fait que la personne qui fait ça, sa pratique dérange la classe, c'est pas bon pour l'ambiance, ça rend le prof mal à l'aise, mauvais pour la relation pédagogique. Bon, il y a comme plein de raisons très concrètes, mais on peut voir au-delà de ça puis dire, il y a aussi une idéologie derrière la burqa. Pourquoi que c'est juste les femmes qui sont pas les hommes? Il y a des raisons à ça, puis on peut ne pas être naïf, puis dire, raison de plus pour l'interdire, en plus des questions pédagogiques. C'est parce qu'il y a une idéologie derrière qui est contraire aux valeurs qu'on défend au Québec. Puis c'est une raison de plus de l'interdire dans tel contexte. Est-ce qu'on va jusqu'à l'interdire partout tout le temps? C'est pas ce qu'on suggère de faire. Puis il y a toujours une espèce d'équilibre à trouver. Mais assurément que c'est problématique. Puis assurément qu'il fallait aller plus loin dans l'interdiction du visage couvert. Il fut une époque où c'était une hypothèse qui était sur la table de dire, on laïcise, mais tout en gardant une espèce de, peut-être pas une religion d'État, mais une espèce de statut un peu particulier pour le catholicisme. Puis finalement, c'est pas le choix qu'on a fait collectivement. Donc, après ça, c'est une décision, c'est une position qui peut se défendre sur le plan philosophique, qui aurait probablement, à mon avis, plus de désavantages que d'avantages, mais ça se défend, puis ça pourrait se soutenir, puis on pourrait dialoguer, mais je pense que le débat a quand même été réglé. Puis comme maintenant, on a dit, OK, on va avoir une laïcité qui va s'appliquer également au catholicisme, qui n'aura pas nécessairement une espèce de statut particulier des droits acquis au sein de l'État, ce qui ne veut pas dire que dans la société, il n'y a pas plus d'églises, plus de croyants, puis tout, puis ça va rester. Mais il y a ce choix-là qui a été fait, puis je pense pas qu'il va y avoir un retour en arrière. On ne sait jamais. Donc ça, pour moi, c'est comme le débat a été fait, on a décidé que c'était la laïcité, c'était pour toutes les religions, y compris le catholicisme. On a avancé là-dedans. Mais je reviens à mon autre point, c'est qu'à un moment donné, les lois, les politiques de l'État et tout, c'est une partie de la discussion, c'est une partie importante des variables, mais il y a autre chose. Et ça ne veut pas dire que les Québécois qui sont ici depuis plus longtemps ne peuvent pas décider de réinvestir l'Église catholique, ou d'autres églises d'ailleurs, parce qu'on peut penser que l'héritage québécois, c'est le catholicisme, mais c'est aussi le protestantisme. Fait que ça ne veut pas dire, donc autrement dit, on a pris une décision pour ce qui est de la laïcisation de l'État. Ça affecte les catholiques, mais puis certains trouvent que c'est des avantages par rapport à ça. Ça affecte aussi les musulmans. Certains trouvent qu'il y a des désavantages. Moi, je pense que des deux côtés, il y a plus d'avantages. Là, une fois qu'on a dit ça, il reste toute la société qui continue d'exister au-delà des politiques de l'État. Puis là, ce qui nous ramène au retour du religieux depuis quelques semaines, là, il y a des reportages des médias là-dessus. Donc, ça se peut que la réaction à ça, de dire, là, on a fait une laïcité par rapport à l'Église catholique, par rapport à plein d'autres religions aussi, dans un contexte d'immigration, d'islam. Pour toutes sortes de bonnes raisons, on a fait la laïcisation. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à nous? Une espèce de nous peut-être plus majorité historique, moins universaliste. Ce nous-là, c'est peut-être pas dans l'État qui a à se déployer tant que ça, ou pas seulement.
sais pas si tu me suis. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui se disent, ben là, justement, nous, il faut retrouver notre religion, il faut retrouver nos racines, ben, je pense que la laïcisation les empêche pas de faire ça. Ça serait Puis- comme en tant que communauté, Ben de ouais, c'est raviver ça, les exactement. églises, Aller puis à- tout, mais exactement. c'est ça, de ne pas Ouais. mêler l'État à ça, puis les Exactement. Puis je institutions pense que ça peut publiques, se faire. Puis je pense que la laïcité permet ça. Autant elle permet à une sécularisation pour aux gens de devenir athées, agnostiques, non pratiquants, autant elle leur permet d'être super pratiquants en dehors de l'État. Puis, C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que c'est peut-être ça aussi la réponse, tu sais. L'Église catholique n'est plus dans l'État, mais elle continue d'exister, puis elle peut peut-être même mieux s'épanouir sans la mamelle étatique qu'elle a eue longtemps, si Ouais. ça se trouve. Mais ça, mettons, l'enseignante, elle n'a pas le droit d'avoir le visage couvert ou de burqa ou whatever, quel morceau vestimentaire islamiste, là. Est-ce qu'une enseignante pourrait porter une chaîne en or qu'elle a héritée de sa mère avec une petite croix dessus? Ben là, c'est ça. Donc, ce qui a été décidé, c'est interdiction du port de signes religieux. En même temps, moi, dans mon bouquin, Loi sur la laïcité annotée, dont la 2e édition s'en vient, ça aussi, je vais revenir vous en parler. Donc, j'explique un peu comment interpréter. Puis, tu sais, la façon que ça marche en droit, c'est qu'il y a une règle, puis là, il faut lire le texte, voir c'est quoi les mots, mais il y a aussi l'esprit, puis la finalité, l'objet de la règle, comme on dit parfois. Fait que le but de l'interdiction du port de signes religieux, là, c'est de respecter la liberté de conscience des élèves, essentiellement, puis un peu des parents indirectement. Donc, une fois qu'on a dit ça, plus le signe est attentatoire à la liberté de conscience des élèves, plus il faut l'interdire. Fait que s'il y a un petit signe, une petite croix ou une petite main de Fatima super subtile, que de temps en temps, elle sort de la manche ou du collet quand le prof est... On est-tu obligé d'interdire ça? Peut-être pas. T'sais, est-ce que fait qu'il y a l'élève... toujours de se servir un petit peu de son gros Ouais, bon exactement. sens, là, quand même, parce que, tu sais ça, des fois, à un moment donné, ça devient comme super strict, là, les lois, les règles, puis tout, puis à un moment donné, ça devient juste niaiseux. Fait que, tu sais, au moins, s'il y a encore de la place pour... Exactement. tu sais, il y a un Puis petit en peu de bon 2019, sens, il là. y avait des craintes par rapport à ça. Mhm. Donc, toutes ces questions-là ont été posées en commission parlementaire. Puis quand on a fait le bilan en 2025, ben, il n'y en a pas de problème. Quand on a fait quand il y a eu des interrogatoires au procès, qu'on faisait venir le gars de la commission scolaire là, qui gère ça, là. Lui, là, il s'appelait Belle Rose. Donc, on lui posait la question. Lui, il disait non, c'est assez clair quand c'est quelqu'un signe religieux. Là. T'sais, on se pose pas la question, est-ce un signe religieux? Est-ce qu'il a dépassé? Non. Ouais, mais non, il y a c'est pas- ça, on peut comme un Finalement, moment donné... on peut toujours chercher des cas où ça serait c'est comme ça. pas clair, mais dans les faits, ça s'est pas présenté. Mais s'il y a Ni des par les pressions- témoins du procès, ni au moment du comité. On n'a pas vu de cas pas clair. Là. Un signe religieux, c'est un signe religieux. On le voit, puis c'est comme... On le voit tellement que oui, c'est attentatoire à la Mais liberté de conscience. le kirpan, on le voit pas. Ouais, le kirpan, c'est un autre cas à part, effectivement. C'est quand même un couteau. Là. Ouais, effectivement. Fait que là, le kirpan, c'est ça. C'est un cas moins à part parce que... Mais à partir du moment où... Techniquement, il est interdit parce qu'on interdit tous les signes religieux, visibles ou pas. Mais quand on regarde l'objet de la règle qui est de dire liberté de conscience, fait que ça veut dire que, mettons, un prof... Si la personne ne l'a jamais vu, il n'y a pas de raison d'aller lui faire une fouille là, systématique de tout le monde pour voir s'il y en a un. Si jamais il l'échappe, si Mais les élèves le savent, puis là, hop, quand vient le temps de discuter de religion en classe dans le cadre du cours Culture, Citoyenneté québécoise, tout le monde sait que le prof, il a son poignard, puis là, on est comme un petit peu mal à l'aise pour discuter religion. Ouais, ça porte atteinte à la liberté de conscience, puis oui, on peut y en demander de l'enlever. Même chose pour la petite croix ou quoi. Mais les Donc, élèves, c'est ça. eux autres, ils ont le droit. C'est juste les employés, me semble. Ouais, effectivement, sauf... Ouais, effectivement. Sauf Mais- pour le visage couvert, Sauf pour le comme visage tu disais. couvert. Donc, OK. c'est ce qui n'est pas le kirpan. Sauf que là, ce qu'on a fait avec la nouvelle loi 9, suite au rapport, c'est de dire, c'est que traditionnellement, la règle, c'était de dire, vous devez accommoder, vous avez une obligation d'accommoder, que ce soit des employés ou des bénéficiaires de services. Vous avez l'obligation d'accommoder, notamment au niveau de la religion. Et vous devez accommoder, sauf s'il en résulte de l'accommodement, une contrainte excessive. Tu sais, genre, si tout le monde demande un congé religieux en même temps, puis que là, il y a un prof par 100 élèves, OK, clairement, c'est excessif, on peut commencer à refuser les demandes de congé religieux. Mais si, ça passerait de 20 élèves à 30, c'est-tu si grave que ça? Non, peut-être pas, ça répond pas à la critère excessif, fait que là, il faut l'accommoder. En gros, c'est ça, depuis des décennies que c'est ça l'état du droit, ça a été inventé par des juges qui ont importé ça des États-Unis. Puis en fait, quand ils l'ont importé des États-Unis, ils ont radicalisé ça. Aux États-Unis, la règle, c'est dès que la contrainte est plus que minimale, on peut la refuser. T'sais, si, je sais pas, moi, il y a 2 employés, mettons, qui échangent leur corps de travail, puis ça change rien pour l'employeur, ça change rien pour les clients, ben oui, on peut le permettre, puis il y a une petite contrainte, peut-être qu'il faut prendre une petite note sur la feuille de paye, that's it. C'est minimal, on l'accommode. Mais quelqu'un qui demande un congé payé, non. Là, ça commence à coûter cher, ça diminue la qualité des services, c'est non.
Donc, cette règle-là américaine, quand elle a été importée au Canada, là, ils ont dit non, ici, on est encore plus ouvert, on est encore meilleur que les Américains, fait qu'on va prendre leur doctrine des accommodements religieux, mais on va en donner encore plus. Ça a été ça le réflexe au Canada. Puis au Québec, après ça a été la même chose au Québec. Puis là, nous, on dit ben non. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que ça devient ingérable. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, dès que la contrainte est plus que minimale, c'est non. Donc là, on peut penser que celui qui a son couteau puis qui tombe jamais, peut-être qu'il n'y a pas de contrainte minimale, mais dès qu'il est tombé une fois, que ça stresse le monde, d'ailleurs, dans le procès sur l'affaire du Kirpan, il y avait des rapports d'experts d'un psychoéducateur. C'était clair que ça causait problème. Là. Les autres élèves avaient envie d'arriver avec des couteaux aussi. Okay. Clairement, là, ça passe pas le test de contrainte minimale. C'est ça. Fait que dans l'état du droit actuel, avec la loi 9, là, avec le nouveau critère qui a été mis en place suite à notre rapport, d'après moi, un Kirpan, là, ça passe plus de test. Fait que s'il y a une dérape, là, un moment donné, puis que ça pose des problèmes, ça permet donc, le jugement qu'il y a eu dans l'affaire Multani, là, maintenant avec la loi 9, là, ça un jugement différent pour une commission scolaire qui, maintenant, dirait « on refuse des Kirpans », ça serait challengé jusqu'en Cour suprême. Il y aurait beaucoup plus de chances d'emporter maintenant avec la loi 9 que c'était le cas avant. Là, on a parlé beaucoup plutôt de la religion musulmane, mais là, on vient de parler, je pense, c'est les Sikhs qui ont des kirpans. Ouais. Est-ce que vous avez discuté aussi des Juifs qui bloquent les rues, qui se parquent n'importe où, puis que la police les tolère, donne pas de ticket, tu peux plus passer en char pendant 2-3 jours? Oui, effectivement. Donc, nous, on a parlé de tout ça. Les gens pouvaient nous appeler. Il y a des centaines de personnes qui ont répondu à un sondage et tout. Fait qu'on a été là, à quel point on a parlé dans le rapport, là, je ne saurais pas vous dire. Il me semble que oui, là, mais là, j'avoue que j'ai un petit blanc parce que des fois, il y a plein de choses qu'on nous disait. Là, on essaie toujours de contre-vérifier. Des fois, quand on avait juste une source, on va-tu comme en parler dans le rapport pour faire de ça la base d'une recommandation? Peut-être pas. Fait que, des fois, donc ça, oui, on en a parlé. À quel point on a eu beaucoup de sources puis qu'on en a parlé dans le rapport, là, j'avoue qu'il faudrait faire dans la recherche. Allez dans le rapport Pelcha-Rousseau, faites recherche mots-clés. Là, mais de mémoire, on en a parlé. Puis l'idée, c'est ça. L'idée, c'était de dire, il faudrait pas... Une des idées, c'était vraiment au niveau des principes. Là, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de traitement particulier. Quelqu'un qui fait une fête religieuse ne devrait pas avoir le droit de bloquer la rue plus que quelqu'un qui fait une fête non religieuse. Okay. Donc, il devrait avoir un formulaire à la ville qui dit, là, moi, je veux faire une fête. Comme une manif. C'est ça, exactement. Voici le nombre de personnes. Puis là, la ville devrait avoir des critères qui ne tiennent pas compte de la religion, qui disent oui ou non, selon... Puis ça devrait pas... Puis si particulièrement quand c'est religieux, le fait que ça peut être comme indirectement subventionné, là, on envoie la police pour en temps supplémentaire. Ça aussi, nous autres, on disait la séparation État-religion, ça devrait être notamment une séparation financière. Il ne devrait pas avoir de subvention. Ouais, puis là, on a vu des cas où il y a du temps supplémentaire de policiers pour des manifs religieuses. C'est pas l'idéal. Tu sais, mettons, le festival Oshaga, mettons. Ils se payent leur sécurité. Voilà. Pourquoi qu'une fête religieuse, ça serait le SPVM qui encadre sans donner de ticket, pas de permis, pour une communauté entière. Puis je pense qu'il y a déjà assez de rues bloquées à Montréal. Ouais, et trouées. Mais moi, j'en ai été témoin parce qu'on a eu un petit bout, un appartement à côté de Parc Extension. Puis je travaillais là, je passais là-dedans, puis là, j'ai été témoin de ça, puis je le voyais, là. Il se parque absolument n'importe où, en plein milieu de la rue, là. Tu peux plus passer. Je t'avais averti, Stéphanie. Moi, j'ai une question de l'autre côté, là, de anti-laïcité, de gauchiste, d'extrême gauche. Dans tous les sens. Tout ça, là, le fait, les musulmans qui veulent manger halal, les femmes voilées, puis tout, en quoi ça pose réellement problème sur le terrain? Est-ce que c'est pas juste des exagérations de l'extrême droite islamophobe, justement, ou en fait juste fasciste, parce que justement, on parle des Sikhs, des Juifs, tout ça. Donc, est-ce que ça pose vraiment problème que les immigrants pratiquent leur religion comme ils veulent? Il y a plusieurs angles, plusieurs problèmes, mais un particulier, c'est vraiment le fait qu'il y a des membres de communautés religieuses, particulièrement dans la communauté musulmane, qui subissent des pressions religieuses pour pratiquer de manière intense leur religion,
particulièrement des femmes et des enfants. C'était un autre de C'est mes, ça, là, c'est ça, le mes cœur sous-questionnements. d'affaire, Je me demandais s'il y avait justement des musulmans eux-mêmes qui s'opposaient à... en fait, qui étaient de votre côté. Absolument. Depuis le début, Ok. c'est la laïcité, là, c'est Jemina Benhabib, c'est Nadia El Mabrouk, c'est Ansa Faidar. Plein de nos témoins, c'était des musulmans, surtout des musulmanes, en fait. Donc, clairement, c'est eux qui sont au front pour cette question-là, puis c'est les premiers. Fait que quand on se bat pour eux. On se bat aussi parce que dans notre histoire, l'Église catholique, à une certaine époque, était un peu intense avec les femmes et tout, donc ça entre en résonance avec ça. Mais pour vrai, là, le combat pour la laïcité, il n'aurait jamais été ce qu'il est. Il n'y aurait probablement pas eu une loi sur la laïcité, pas sous cette forme-là, si c'était pas de nos compatriotes de confession musulmane qui sont les premiers à se battre pour ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi qu'ils vivent? Qu'est-ce qui se passe dans nos institutions publiques qui est si pire que ça? Ben, les cas qu'on a eus, puis il y a eu des témoignages, fait qu'on peut lire les déclarations sous serment et tout. Le classique, c'est ça, c'est l'enseignante qui a son voile, puis la petite fille musulmane qui n'est pas voilée, elle voit ça, puis elle retourne à la maison, puis là, maman, comment ça, toi, t'as pas de voile, puis mon enseignante en a un. Donc ça, c'est le classique. Okay. Puis c'est vrai, là, c'est documenté et tout. Donc voilà le genre de problème. Puis de manière générale, c'est vraiment les cas où on a des demandes de congés payés. Okay. Ça revient aussi souvent, donc ça, c'est un problème. L'autre problème qu'on a découvert dans le cadre du comité, c'est les enfants qui jeûnent. C'est ça, Donc ça, vraiment, là, moi, je n'avais jamais entendu parler. Ça a été vraiment une des grandes découvertes. Après ça, c'est ressorti dans les médias, mais nous, on était vraiment les premiers, à mon avis, à sortir publiquement avec cette problématique-là. Donc, beaucoup. C'est pas juste genre 2 écoles à Montréal, une classe et demie dans une demi-école à Montréal. Non. Plusieurs écoles partout au Québec. C'est pas vrai que l'immigration, c'est juste à Montréal. Là. Il y en a à Sherbrooke, il y en a à Québec, il y en a à Drummondville, à Granby, nommez-les. Là. Fait beaucoup de jeunes qui jeûnent. Une fois qu'on a dit ça, ça aurait été facile de dire on interdit ça. Peut-être pas, non. Nous, on a hésité à aller là. Ce qu'on a dit, c'est faut juste comme mieux documenter l'affaire. C'était comme nouveau, là, puis on n'a pas eu le temps de faire... On a demandé un peu une revue de littérature en nutrition et tout, puis on n'a pas eu le temps de pousser autant que ce qu'on voulait. Fait que notre recommandation, c'est genre de dire au gouvernement, documenter cette affaire-là. Là. Aller voir des nutritionnistes, voyez qu'est-ce qu'il faut faire. A priori, ça me semble être une mauvaise idée. Je suis pas nutritionniste, là, mais a priori, ça me semble être une très mauvaise idée. Tu peux pas te prononcer, mais... surtout que, le ramadan puis le carême, ça arrive comme un peu au printemps, minimalement que tu as un printemps un peu hâtif qui fait chaud. Clairement, c'est pas une bonne idée. Là. Pendant les cours d'éducation physique, pas une bonne idée. Bon, donc, pour plein de raisons, c'est pas une bonne idée. Maintenant, est-ce que l'interdire, c'est une bonne idée nécessairement? Je pense qu'il ne faut pas l'exclure, mais on n'a pas allé là comme d'emblée. On dit documenter ça. Puis là, ensuite, on disait documenter, puis possiblement qu'on peut sensibiliser. Ce serait peut-être une bonne première affaire. Si, mettons, là, que la revue de littérature, ça dit c'est terrible, l'enfant, il va moins apprendre, quand il va arriver le soir puis qu'il va se bourrer, ça va avoir tel autre problème sur son sommeil, etc. Mettons que c'est bien documenté, là, puis qu'on informe des parents. Moi, j'ai la naïveté de croire qu'il y a certains parents qui encourageaient leurs enfants à jeûner, qui vont peut-être moins. Peut-être qu'ils vont leur refiler 2-3 dates. Là. Ça sera peut-être pas le gros lunch complet. Là, mais tu sais, j'ai comme espoir que la sensibilisation peut fonctionner. Puis peut-être que je me plante, puis qu'après 3-4 années de sensibilisation, on va découvrir que ça marche pas partout, puis qu'il faut interdire. Mais a priori, moi, j'aurais tendance à dire faites la recherche, puis ensuite sensibiliser. Puis là, quand on dit sensibiliser, même si c'est super modéré, gentil, bienveillant, on risque de se faire dire qu'on est islamophobe. Parce que là, ils vont dire ah ouais, c'est ça, là, vous sortez au printemps par hasard pendant le ramadan, puis là, même si on parle pas de ramadan, puis que c'est pendant aussi le carême, tout le monde sait que ça vise plus de petits musulmans puis de petites musulmanes que d'autres confessions. Fait que là, on va se faire dire c'est ça, là, vous faites la morale, l'État, le blanc triarcat, nommez-les, facho, nommez-les qui vient tenter de stigmatiser les musulmans. C'est ça qu'on va nous dire, là. Mais là, c'est ça. Fait que c'est ça qui est un des problèmes du débat, c'est qu'une partie des opposants, c'est qu'ils sont tellement radicaux que même quand nous, on dit OK, notre premier réflexe, ce serait peut-être d'interdire, puis on pense que c'est peut-être ça, mais garde, on va faire ça. On va essayer d'être moins polarisant, on va essayer d'être dans le dialogue, aller graduellement, on va faire de la sensibilisation. Puis là, on se dit, OK, la gauche, ils vont comme voir qu'on est de bonne foi, puis on va dialoguer. Non, ils vont nous traiter d'islamophobes pareil. Qu'on interdise ou qu'on sensibilise, ils nous traitent d'islamophobes. Tant qu'à se faire traiter d'islamophobes, on va faire la vraie affaire, puis on va interdire, puis on va y aller all-in, tu sais.
Fait que ça, je trouve ça plate dans ce débat-là. Tu sais, la laïcité, c'est toujours des compromis, il y a des droits acquis, on interdit, mais seulement, tu sais, on est vraiment dans une optique d'équilibre, puis on se fait traiter de tout et non pareil. Fait que ça l'aide vraiment pas. Tu sais, genre, j'ai hâte qu'un jour, il y ait comme une gauche ou des gens de religion qui sont parlables. Puis il y en a, là. Tu sais, là, on l'a vu, il y en là. a, Il y en a. mais ils sont, justement, tu disais, il y a des musulmans, genre, qui se, tu sais, j'en vois, là, qui se soulèvent contre ces dérapages-là, mais ils sont pas considérés, justement, par la gauche comme plus à gauche, là. Je veux pas dire extrême gauche, là, mais c'est comme, il est balaye, là. Ils font pas partie des musulmans, là, c'est ça. Ça a été vraiment, difficile, absolument, c'est vraiment un angle mort dans leur réflexion, puis, ça. Pour eux, ça, non, ils n'en tiennent pas mais compte parce que sinon, ça. tout leur château de cartes intellectuel s'effondre, là, fait que... Vas-y. J'avais quelque chose que je voulais mentionner. Oui. Une crainte. Oui. Bon. Si, admettons, là, j'ai 2 affaires. Tu parles de sensibilisation et tout avec la science, les études, mais la religion, elle s'en fout de la science. Fait que je vois pas comment ça pourrait fonctionner d'aller sensibiliser par des études sur l'effet sur le corps et tout et tout. Puis aussi, si, admettons, à l'école, ils interdisent de jeûner, mais moi, j'aurais peur que l'enfant se retrouve comme dans une aliénation parentale, pogné en sandwich, parce que peut-être qu'il arriverait à l'école, puis on lui dirait faut t'amener ton lunch, mais que s'il revient chez eux le soir avec plus de lunch qu'il aurait mangé, est-ce que sa famille chez eux va venir y causer une pression, tu sais? C'est une autre raison pour qu'on n'a pas recommandé une interdiction, tu sais. On voyait pas dans l'application, il y aurait plein de problèmes d'application. Là, à sa face même, là, après ça, on peut toujours réfléchir puis trouver des moyens d'appliquer ça, puis de... Mais à sa face même, c'est pas simple, une interdiction pour les enfants de jeûner, là. Puis de la sensibilisation... Ben, ça peut aider. T'sais, moi, je pense qu'il peut y avoir une frange là, plus modérée, qui, oui, sont croyants, mais là, ben, justement, c'est ce qu'on disait plus tôt. Il y a tout le temps, pour prendre l'exemple de la communauté musulmane, mais dans d'autres communautés, ça ressemble à ça aussi. Il y a ceux qui sont super intenses, ils vont jeûner, puis comme ça, ils vont être en harmonie avec le Dieu, puis ça va mieux aller, puis tout. Puis scientifiquement, ça tient pas toujours la route. Fait qu'il y a ceux qui sont intenses, il y a ceux qui, au contraire, sont laïcards, ne veulent rien savoir de ça. Puis, bon, par exemple, des Kabyles, souvent, sont plus de cette école-là. Puis là, il y en a un paquet qui sont juste au milieu, qui sont un peu croyants, mais pas tant intenses. Mais là, si l'État envoie le signal de non, OK, c'est vraiment pas bon, là. Si ton jeune est jeune, là, il va rater ses examens. Là, peut-être qu'eux autres, ça va les faire flipper du côté des laïcards. Mm-hmm. Au contraire, si l'État, il est ben là, bienvenue dans la semaine du Ramadan, puis le ministère de l'Éducation vous dit que le Ramadan, c'est gentil, puis qu'il faut pas manger. Mais eux autres, au contraire, ils vont peut-être flipper du côté des musulmans radicaux. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que la sensibilisation, elle peut avoir son importance. De toute façon, même s'il manquerait ses examens aujourd'hui, même si tu coules, tu passes ton année pareil. Fait que ça changera absolument rien. Ça serait ben trop méchant de faire recommencer des enfants une autre fois l'année, tu sais. Puis, je reviens à une autre affaire que Stéphanie disait tantôt, justement. Il y a aussi beaucoup dans l'aspect religieux, puis surtout pour le port du voile, un espèce de combat de féminisme. Oui, aussi. Donc, il y en a qui disent que c'est contre le féminisme d'aller interdire aux femmes de faire le choix de porter leur voile et de vivre leur religion. Puis, il y en a d'autres, au contraire, qui disent ben c'est un symbole de l'asservissement de la femme. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ça, genre, j'ai le goût de m'arracher les cheveux quand je les écoute parler. Oui, donc ça fait partie de la complexité du débat. Tout l'aspect égalité femmes-hommes dans le rapport, c'est beaucoup Christiane Pelchat pour des raisons évidentes là, qui tiennent à son sexe. Oui, parce que c'est ça, toi, tu n'as pas le droit de parler de ça, mais comme au moins, il y avait une femme avec toi là-dedans. J'ai semi de légitimité pour en parler. Fait que parle pour elle de qu'est-ce qu'elle a dit, parce que toi, tu n'as Exact, pas ton mot à dire. Absolument, tu as tout compris. Donc, effectivement, donc ça ajoute une couche de complexité au débat. Puis là, il y a comme 2 positions essentiellement. Donc, féminisme intersectionnel, donc il dit on se bat pour les femmes, mais un peu plus pour les femmes musulmanes, puis un petit peu plus pour les femmes musulmanes racisées, parce que les autres sont triplement discriminées. Puis là, on divise les femmes en plein de sous-catégories, puis là, il y a comme une hiérarchie des femmes victimes. Fait que ça, c'est une approche que je caricature un petit peu, mais c'est quand même ça. Versus le féminisme universaliste qui dit, bon, ben, on défend, comme femme, on se défend. Ou encore, on défend les femmes. Puis là, on peut même, dans le féminisme universaliste, on peut même voir les hommes comme des alliés. C'est scandaleux, mais c'est ça. Puis là, l'idée, c'est de dire, ben, peut-être que le féminisme, ça devrait être d'insister sur ce que les femmes ont en commun,
plutôt que ce qui les divise. Puis là, on insiste moins, c'est bon, une telle, elle veut son voile, une telle est religieuse, une telle a la peau de telle couleur. Ben non, c'est ce qui compte, c'est que toutes les femmes ont des défis, conciliation travail-famille. Bon, est-ce qu'on peut avoir des politiques qui sont intelligentes pour toutes les femmes, peu importe leur couleur de peau, leur religion? Donc ça, c'est le féminisme universaliste. Et dans le débat sur la laïcité, les féministes universalistes vont réfléchir en termes de qu'est-ce qui est bon, mettons, sur l'interdiction du port de signes religieux, qu'est-ce qui est bon pour toutes les femmes. Là, peut-être que oui, peut-être qu'il y en a une qui aime moins ça, qui a un petit effort de plus à faire en portant pas son signe religieux entre 9h le matin et 3h l'après-midi parce qu'elle est enseignante. Mais globalement, pour toutes les femmes, là, c'est probablement la meilleure affaire de ne pas avoir des symboles d'inégalité femmes-hommes érigés en modèle dans des classes, etc. Donc, pour plein de bonnes raisons, pour l'ensemble des femmes, c'est bon. Fait que le débat, il est là. Je pense que dans le débat sur la laïcité, les féministes universalistes ont gagné. Ce qui ne veut pas dire que les intersectionnels n'ont pas parfois, peut-être en partie raison, qu'ils ne peuvent pas continuer leur combat, mais pour moi, ça a été réglé, ce débat-là. Puis j'espère que ça va continuer. Parce que là, c'est ça, je pense que ça vient de passer, que les femmes n'auront plus le droit de porter le voile dans les... Services de garde. Juste dans les services de garde. Ouais, ça a OK, été donc étendu. pas partout Non, dans les établissements publics. Là, non, c'est vraiment juste dans ça a les été services de étendu garde. aux services de garde OK. et DPJ. Donc vraiment, c'est la logique des Les personnes enfants, en autorité, surtout pour les enfants. OK. Donc, qui était déjà là dans la loi 21, mais là, un peu étendu parce que avec notre étude, notre comité, c'est vraiment dans les services de garde qu'on a vu beaucoup d'enjeux. Puis avant, la loi 9 qui vient d'être adoptée, même les principes de la laïcité ne s'appliquaient pas aux services de garde. Tout ce qu'il y avait, c'était le visage découvert qui était obligatoire. Mais pour le reste, même les principes, même séparation État-religion, le principe ne s'appliquait pas. Puis là, en plus, l'interdiction du port de signes religieux ne s'appliquait pas. Fait qu'il y avait vraiment une espèce de vide, là, difficilement explicable, parce que, tu sais, c'est que techniquement, un CPE, c'est privé, là, mais dans les faits, on sait que ça a été beaucoup créé par l'État, puis ça reste l'État au sens large. Ouais. Fait que là, on a dit, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a des enjeux de liberté de conscience, puis on a recommandé que les principes s'appliquent et les règles, puis c'est ça qui se passe avec la loi 9. OK. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui sont éducatrices en service de garde, là, comme je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais je sais qu'il y avait aussi une crainte qu'on manque de est-ce que c'est comme fondé ou vraiment tu penses que ça va bien se faire, cette transition-là, que les femmes vont juste plus porter leur voile durant leurs heures de travail? Ben, l'avantage avec notre rapport, c'est que c'était à la fois un bilan et recommandation pour l'avenir. Fait que l'aspect bilan, c'était de la loi 21 adoptée en 2019. Donc, après 6 ans, on avait vraiment des données, des gens à qui on pouvait parler. Puis ce qu'on réalise, c'est que d'abord, il y a les droits acquis. Fait que déjà en partant, toutes celles qui étaient en poste en 2019 restent en poste. Fait que personne qui perd son emploi. Première affaire. Ensuite, ça a été appliqué aux écoles publiques, mais pas aux écoles privées. Donc, toutes les jeunes dames ou les jeunes hommes qui souhaitent enseigner avec un signe religieux ont tout le réseau privé. Puis Dieu sait qu'au Québec, il est développé le réseau privé. C'est pas comme si c'était 2-3 écoles religieuses. Il y en a des dizaines et dizaines. Donc, il y a tout ce volet-là. Fait que quand on applique ça au CPE, au service de garde, c'est un petit peu la même logique. C'est-à-dire droits acquis. Plus, là, on l'applique et au CPE et au service de garde, la garderie dit privée, mais on ne l'applique pas vraiment au service de garde en milieu familial. Là, genre la mère avec ses 2 enfants et 4 voisins. Là, on a cru que c'est... Parce que, on dit toujours la religion, pas dans l'État, mais dans la vie privée. Là, c'est comme... On est plus dans la vie privée que dans l'État, là, quand c'est un mini-service de garde en milieu familial. Fait que là, on a jugé qu'on ne l'appliquait pas. Donc, des femmes qui souhaitent absolument porter un signe religieux dans le cadre de fonction pourraient avoir un petit service de garde en milieu familial. Et par ailleurs, effectivement, autant à l'école, puis on pense que ça va être la même chose pour les services de garde, il y en a plein qui acceptent de le porter. Là. Ça, on en a vu plein. On a parlé notamment à des cadres qui disent, c'est arrivé, nous, on venait à l'embauche, la personne avait un signe religieux, pas de problème, la personne vient en embauche, son CV est bon, on fait l'entrevue, super bonne réponse aux questions, puis on l'informe qu'au jour 1, ce ne sera pas possible de porter le signe religieux. La personne arrive au jour 1, elle n'a pas de signe religieux. Fin de l'histoire. C'est ça, on s'imagine tout le temps que, genre, il va y avoir 100% de résistance, fait que c'est pas le cas. Absolument pas. Je me souviens pas si c'est 50% là, ou légèrement majoritaire, mais c'est un taux important, là, autant dans les témoignages du procès de loi 21 que nous, les gens à qui on a parlé avec le comité Pelcha-Rousseau, il y en a vraiment plusieurs qui acceptent de porter leur signe religieux. Puis c'est pas genre, ils acceptent de ne pas porter leur signe religieux, puis là... tombe en congé de maladie 2 semaines après, où il y a un taux de rétention plus faible. Non, c'est juste... Voilà.
C'est juste normal. Puis, c'est juste voilà, comme c'est juste de mettre notre pied à terre, puis ça. là, finalement, la ça personne, marche. c'est ça. Là, c'est pas vrai qu'elle va perdre son lien, en tout cas. Faut respecter les croyances, là, mais c'est pas vrai qu'elle peut pas, que ça la dérange de manière telle qu'elle peut plus accomplir ses tâches. Là. C'est pas ce qu'on observe. C'est juste parce qu'on le permettait, fait qu'elle le faisait. Là. Voilà. Si on dit que la laïcité dans les écoles et tout, c'est pour qu'il n'y ait pas une affiliation à certains... Parce que j'ai écouté une entrevue, tu disais qu'il y a des enfants dans les garderies qui allaient plus vers celles qui avaient le voile puis tout par appartenance. Là. Fait qu'on dit que c'est pour pas que ça l'influence et tout. Y a-tu autre chose dans le système scolaire qui pourrait être considéré comme une religion ou une idéologie à laquelle on pourrait appliquer la laïcité? Parce que les idéologies sont fortes autant que les religions. Fait que si on le fait pour les religions, est-ce qu'on pourrait se le permettre de le faire pour les idéologies? C'est une bonne question, puis ça a été soulevé dans les mémoires. Parce qu'il y a une partie du travail du comité d'études sur la laïcité qui était de recevoir des mémoires. Puis il y en a qui nous ont dit précisément ça. Qui nous ont dit la laïcité, la neutralité de l'État, ça ne devrait pas juste être une neutralité religieuse, ça devrait être une neutralité idéologique. Donc il faudrait étendre de manière importante le principe de laïcité pour faire en sorte qu'il y ait moins d'influence idéologique, particulièrement dans les écoles. On a trouvé ça intéressant, mais on a juste comme manqué de temps. Il fallait produire notre rapport en 6 mois. C'est bête comme réponse, là, mais ça fait partie du travail quand on fait un comité d'études pour le gouvernement. Là, c'était juste comme ça l'ouvrait une porte. Là, parce que c'est ça doit être immense, dur à exactement. déterminer. Donc ça ouvrait tellement un gros débat que c'est pas qu'on était contre, c'est pas qu'on trouvait que c'était pas une bonne idée puis qu'on trouvait que cette mémoire-là, on n'en tient pas compte, c'est pas important. Non, c'est juste... C'est super intéressant. Si on avait eu 6 mois de plus, on aurait regardé dans des revues de littérature scientifique qu'est-ce qui a été écrit là-dessus, qu'est-ce que ça voudrait dire, on aurait consulté les experts, puis on aurait probablement pondu des recommandations par rapport à ça. On a manqué de temps. Donc, j'en conclus que c'est un vrai débat, c'est une vraie question, puis c'est vraiment un débat qu'on pourrait avoir, puis c'est peut-être une prochaine étape dans la laïcisation. C'est peut-être un autre concept, c'est juste neutralité, peut-être au sens large. Mais c'est une vraie question. T'sais, l'État québécois, la question évidemment du contenu qu'on enseigne dans les écoles. Il peut avoir des influences idéologiques. Puis c'est quoi la frontière entre, on promeut des valeurs communes, puis ça c'est correct, versus un petit peu trop gauchiste, woke, puis là, ça devient idéologique, ça devrait être interdit. Oui, puis parce qu'en tout cas, moi, je pense à des exemples vraiment des deux côtés. Là, pour être neutre, tu as autant, mettons, l'idéologie du genre là, qui peut être critiquée beaucoup par la droite, mais tu as aussi la gauche qui peut dire, ouais, mais ils peuvent aller dans une théorie plus conspirationniste, puis là, aller dans justement être des trucs qui vont contre ce qu'on enseigne en histoire ou en sciences normalement. Fait que ça peut aller vraiment dans les deux côtés, puis il peut y avoir des dérapages par rapport à ça. Là. Exactement. Fait que, ça pose cette question-là. C'est sûr qu'il y a déjà des choses en déontologie pour les professeurs. Okay. C'est probablement déjà couvert, puis on n'a pas eu le temps de pousser plus loin la réflexion. Fait qu'il faudrait voir qu'est-ce qui est déjà couvert. Y a-t-il des problèmes sur le terrain? Est-ce qu'il faut de plus de règles? Donc, il faudrait vraiment faire un autre comité d'études avec une grosse étude en sociaux du droit. Ça, mais c'est une vraie question, puis ça se pose plus largement. Ensuite, il y a la question des subventions. T'sais, quand l'État subventionne tout plein de groupes hyper militants, on appelle ça la défense de droits collectifs. Des fois, c'est justifié, ça peut avoir du sens de dire, des locataires, peut-être qu'il faut les subventionner pour qu'ils s'organisent, alors que les propriétaires, sinon, c'est eux autres qui vont mieux s'organiser. Puis, je dis pas que ça a jamais sa place, mais est-ce qu'il n'y en a pas trop, peut-être? Est-ce que des fois, il n'y a pas des cas un peu limites où l'État subventionne des groupes qui passent leur temps à faire des manifs? Puis bon, il y aurait peut-être un ménage à faire là-dedans, puis il y aurait en tout cas un vrai débat à avoir, mais on n'a pas eu le temps. Ça dépassait un petit peu la question de la laïcité. Même s'il y a un lien à faire, je pense que c'est un petit peu plus large que ça. Puis c'est ça, pour faire le rapport, tu disais que tu es allé plus sur le terrain, tu es allé comme dans les écoles, les établissements publics, tu as questionné des gens, tout ça, pour savoir vraiment c'était quoi les enjeux. Est-ce que vous vous êtes basé aussi sur ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans le sens que, justement, moi, je me demande pourquoi il y a certains pays qui gardent leur culture super forte, qui n'ont aucun problème. Fait qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de bien pour faire ça? Puis d'un autre côté, des gens qui se sont... Où ce que ça va pas bien, c'est quoi les erreurs qu'ils ont fait? Fait que c'est...
Ouais, Vous êtes penché absolument. là-dessus? On a regardé ce qui se fait ailleurs. Effectivement, il y a tout un volet c'était dans le mandat, Ok. puis tout un volet du rapport qui est, bon, Je évidemment... m'excuse, je l'ai pas lu. Non, là. mais c'est... Pardon. Oh. Ah, j'avais dit que je bloquais je bloquais toutes mes alarmes. C'est correct, Il d'habitude, en c'est restait moi. une. Il en Je suis restait à contente. 4 heures, parce que t'avais dit que c'était pas à 4 heures, mais c'était une farce, donc on peut continuer. Donc c'est ça. Donc, il y a toute une section du rapport qui regarde un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis comment on peut s'en inspirer. Puis effectivement, on s'en inspire à certains moments. Par exemple, sur le principe de séparation État-religion. Quand ça a été adopté, on le définit pas dans la loi. Puis là, quand c'est arrivé au ministère des Affaires municipales, ils disent, ben là, nous, on subventionne les municipalités. Des fois, ils revitalisent une église, mais ça se peut qu'il y ait une chapelle qui reste. Puis là, il y avait des petits cas un peu limites. Puis là, le ministère ne savait pas toujours quoi faire avec ça. Puis là, des fois, il y avait des villes qui pouvaient refuser de subventionner telle affaire. Telle autre ville, elle la refuse pas. Puis là, c'était comme semi-compris que séparation État-religion, c'était notamment séparation financière fiscale, mais c'était pas si clair que ça. Pour certains, c'était clair, pour d'autres, ça ne l'était pas. Donc là, nous, on disait, ça devrait être défini, ça devrait être clair que oui, il y a séparation financière et fiscale. Voici ce que ça veut dire. Puis après ça, ça prend des phases de transition, ça prend des études, puis il faut du dialogue et tout, puis c'est compliqué, mais clairement, puis là, ça, c'est inspiré de la France. Quand on se demandait qu'est-ce que ça veut dire séparation État-religion, en France, il y a une loi là-dessus depuis 1905. Fait qu'il y a un petit peu de trucs qui ont été écrits là-dessus. Fait qu'on a pu aller regarder ce qu'il fait. Puis on dit, OK, ouais. Au Québec, c'est comme pas clair parce que c'est pas défini. En France, ils l'ont défini. Ça veut pas dire qu'on fait un copier-coller, mais disons qu'on peut s'inspirer. Là, exactement. Fait que ça a été un élément. Mais sinon, plus largement, quand on dit, les pays dans le monde qui préservent leur culture et tout, est-ce qu'on peut s'en inspirer? Ça aussi, dans tout le débat sur les modèles d'intégration, ça a fait partie du débat de dire en France, traditionnellement, par ailleurs, ils ont plein de problèmes, puis c'est loin d'être parfait, mais ils ont une approche plus, même d'assimilation à une certaine époque. Là, ensuite, on dit intégration républicaine. Donc, ils sont un petit peu plus exigeants, ils ne sont pas dans le multiculturalisme comme au Canada. Puis souvent, le réflexe, peut-être un peu facile, mais c'est pas complètement infondé non plus, c'est de dire au Québec, on n'est pas comme le Canada anglais qui est comme super ouvert à toutes les cultures du monde. Puis certains diront peut-être parce qu'ils n'ont pas tant de culture. Ils existent depuis pas si longtemps, là, en quelque part. Alors que nous, on est là depuis 400 ans, eux autres moins. Là, mettons, qui sont arrivés des États-Unis à la fin du 18e. Nous, on était là au début du 17e. Ouais, fait pour différentes raisons. Donc, on a peut-être une culture un peu plus enracinée. Donc, on la défend plus. Et ça devient une raison pour dire aux nouveaux arrivants, adhérez à notre culture, puisqu'elle existe, puisqu'elle est là, puis qu'on souhaite la préserver, la développer, plutôt que de garder votre culture d'origine. Fait on n'est pas sur le modèle canadien. On n'est peut-être pas aussi intense que les Français qui, parfois, des fois, sont un petit peu intenses. L'interdiction du port de signes religieux par les élèves. Est-ce qu'on veut aller là au Québec? Traditionnellement, on disait non. On interdit un petit peu plus qu'au Canada parce qu'on mise plus sur les valeurs communes. Peut-être qu'on interdit moins qu'en France parce qu'on a un petit côté libéral, tolérant. Puis on avait comme une façon de faire qui s'inspirait un peu d'autres, mais qui était propre à nous, qui était, à mon avis, pas mauvaise. On continue dans ce chemin-là. Est-ce que nécessairement, ça veut dire qu'on est parfait et qu'on a trouvé l'équilibre? Non. Ça continue d'évoluer, mais je pense qu'en regardant comme ça ce qui se fait ailleurs, puis tout en n'oubliant pas notre histoire qui nous amène à des solutions particulières, on peut trouver des solutions intéressantes. Puis la loi sur l'intégration nationale, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Là, on regarde le multiculturalisme, on dit c'est pas ça qu'on veut, on regarde ce qui se fait en France, on s'en inspire, mais quand même en l'adaptant à la sauce québécoise. Y a-t-il des gens qui sont totalement contre toute forme de laïcité ou de loi ou de règles là-dessus, puis qui disent non, on devrait accueillir n'importe qui, n'importe comment, laisser faire tout le monde ce qu'ils veulent, tout le monde est québécois, puis tout va bien se passer. T'as-tu ça comme argument des fois? C'est-à-dire qu'ils sont plus subtils que ça. Okay. C'est-à-dire que les opposants disent non, nous, on est pour la laïcité. Ah, OK. Là, on est vraiment pour, là, mais on est contre l'interdiction du port des signes religieux, on est contre l'interdiction du visage couvert, on est contre à la limite qu'il y a des principes de laïcité dans une loi, mais c'est parce qu'on est pour la vraie laïcité, on est encore plus pour la vraie laïcité qui consiste à permettre les signes religieux à tout le monde, tout le temps, partout. Fait que c'est ça leur rhétorique, donc c'est difficile ça de fait dire. Du sens. Il y a des gens qui sont contre la laïcité parce que c'est pas le discours qu'ils ont, mais on se souvient qu'en 2017, quand sous le gouvernement Couillard a été adopté une loi sur la neutralité religieuse, le gouvernement a précisément pas utilisé le terme laïcité parce que il voulait pas, c'est comme si c'était trop français, ça sonnait un peu radical. Donc à l'époque, manifestement, ces gens-là, les gens qui sont aujourd'hui des opposants
à la loi sur la laïcité, ben, il était peut-être plus proche, assurément plus proche du gouvernement Couillard, même si le gouvernement Couillard allait trop loin pour eux. Mais en tout cas, on peut penser que c'était à l'époque où il était un petit peu plus au pouvoir, un peu plus influent. Le gouvernement, à cette époque-là, ne voulait pas utiliser le mot laïcité. OK. Là, maintenant qu'on l'utilise, en 2019, puis que là, manifestement, c'est une loi populaire, puis là, tu sais, au début, puis même, je me demande même M. Drainville, en 2013, je pense qu'il y avait laïcité dans... C'était Charte des valeurs, dont la laïcité. Là. Il y avait le mot laïcité, mais tu voyais qu'il la jouait un peu. Puis à l'époque, c'était un gros débat. Là. On utilise-tu le mot laïcité ou pas? Là? Ça fait franco-français, on a l'air de copier les Français, puis le monde ne comprenne pas au Québec ce que ça veut dire. C'est trop intello. Il y avait vraiment ce débat-là. Là. Aujourd'hui, ça paraît lunaire, mais à l'époque, on pensait vraiment que c'était peut-être pas une bonne idée pour faire avancer la séparation État-religion de parler de laïcité. OK. Là, en 2019, on fait comme non, on le met dans la loi, puis là, tout le monde comprend. Puis la loi devient super populaire. Fait que là, depuis ce temps-là, les adversaires sont pour la laïcité, mais encore plus que nous autres. Mais en fait, quand il était au pouvoir, il n'utilisait pas ce mot-là. Puis il ne faisait pas vraiment avancer la laïcité. Donc, voilà. Mais sinon, une fois qu'on a dit ça, donc, c'est ça, les gens qui sont les plus radicaux, c'est vraiment hyper droit individuel, hyper... Tout le monde peut faire n'importe quoi, n'importe quand, y compris dans les institutions publiques. OK. Fait que ça, c'est leur créneau au nom des libertés individuelles, au nom de la liberté de religion. Sinon, des gens qui veulent vraiment plus comme... un retour de l'Église catholique comme plus influente, un retour de la religion dans les écoles publiques, ça, je pense pas. J'ai pas entendu De la ça. religion catholique? Ouais, ou OK. chrétienne. OK, mais on l'entend pas tant, celui-là? Non, j'ai pas OK. entendu de revendication dans ce sens-là. Là. OK. J'ai de... Moi, là, on parle, puis ça fait... Ça part partout, là, mais... Avant que tu poses ta question, je vais juste remettre Suzanne. Oui, dans mais son quand tu vas siège, faire le je montage, tu vas t'amuser, Oui, je pense. je l'ai vu. Suzanne, ici. Allez, Ou hop, avoir pitié de moi. tu restes avec Stéphanie. Ça doit être chaud, là. Mais vu qu'on est de plus en plus multiculturel ici, est-ce qu'il y a un genre de... Comment est-ce que je pourrais dire? Dans la politique, dans les élus et tout, comme on est de plus en plus culturel, multiculturel ici, est-ce qu'il y a un genre de... Je sais pas, pas une protection qu'on a que personne avec une idéologie religieuse, je sais pas comment dire, c'est parce qu'on va peut-être se ramasser là, avec des islamistes là, au Parlement. Là. Toi, dans le fond, tu penses que Voici- est-ce que l'idéologie religieuse est en train de s'incruster? Non, ou mais est-ce qu'on a de- quelque chose qui nous protège de ça? Parce qu'à un Ah. moment donné, OK. ils vont en avoir. On va faire quoi rendu là? Est-ce que la laïcité va s'appliquer aussi au Parlement? Ben, j'imagine que ça aux s'applique. gens qui constituent les gouvernements? Donc, évidemment, la laïcité, c'est plus large que juste les signes religieux, mais en l'espèce, il y a quelque chose en matière de signes religieux là-dessus. Donc, dans la loi 21 sur la laïcité 2019, on interdit le port de signes religieux par président, vice-président de l'Assemblée nationale, et on interdit le visage couvert aux députés. OK. Donc, on fait ça. Là, c'est contesté devant les tribunaux, comme tout le reste de la loi. OK. Mais là, ça fonctionne. En première instance, en cour supérieure, ce qui a fonctionné, c'est que les commissions scolaires anglophones ont été exemptées. Parce que sous prétexte qu'ils ont une espèce de droit collectif de gérer leurs écoles, mais ça n'a jamais été un droit de les gérer en respectant pas les lois. Fait que ça a été cassé en cour d'appel, mais ils avaient gagné là-dessus en première instance, en cour supérieure. Puis l'autre affaire qu'ils ont gagné, et en cour supérieure, et en cour d'appel, mais là, on est en appel en cour suprême pour gagner là-dessus. Le seul petit point qu'on avait perdu, mais petit, mais quand même assez important sur le plan symbolique, c'est que ça a été jugé contraire au droit de se présenter aux élections que d'interdire le visage couvert pour les députés de l'Assemblée nationale. Donc là, techniquement, il y a comme un droit, une espèce de droit pour d'avoir le visage couvert pour les députés. Puis là, mais OK. pour vrai, je pense que juridiquement, ça ne tient pas parce que le Parlement est comme un peu à l'abri de la Charte des droits avec ses privilèges parlementaires. Fait que là, en tout cas, pour toutes sortes de bonnes raisons, d'après moi, la Cour suprême pourrait décider de renverser ça. Mais à date, là, c'est le seul point qu'on a perdu en cour d'appel. OK. Alors que le jugement de la Cour d'appel, on l'a gagné dans 95%. Mais il faut dire que je n'ai pas plaidé cette question-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a perdu. Ça doit. Donc, voilà. Donc, on a perdu là-dessus. Fait que ça, c'est ce qui existe. Puis là, bon, pour l'instant, c'est contesté avec succès. Donc, ça, c'est ce Je qui m'excuse, existe. c'est une coccinelle. ça. Non, ça y est. Mais ça me faisait bien. Je la voyais tantôt. Ouais. C'est ça, que j'étais ça me comme, je faisait pense que je bien, vais y mais bon. enlever, elle s'enlève pas. Là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui existe comme règle. Sinon, ben, c'est la règle de la démocratie. On présume que même si
on perd en Cour suprême, puis que l'interdiction du visage couvert pour les députés est invalidée, quelqu'un qui se présenterait aux élections visage couvert ne sera pas élu. On peut faire confiance minimalement aux électeurs. Là. Pour l'instant. Ça, c'est pour l'instant. Puis sinon, c'est sûr que, bon, il y a un député qui est quand même réputé proche un peu de certains milieux un peu plus militants opposant à la laïcité, là, Haroun Bouazi pour ne pas le nommer. Donc, voilà, certains le trouvent un peu militant opposé à la laïcité. Lui, il se dirait pour une vraie laïcité qui permet les signes religieux. Là, mais, donc, voilà. Donc, il y a ce cas-là. On a vu que quand il a tenu des propos un peu qui n'étaient pas sur la laïcité, mais qui étaient plus larges, bon, il a été rabroué. Puis il ne se représentera pas aux élections. Donc, Mais c'est parce que si on veut sortir la religion du gouvernement, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de gens très religieux qui soient au gouvernement. C'est une vraie question. En même temps, c'est comme aux électeurs de choisir, en quelque part. Fait que, mais c'est une vraie question. C'est une question intéressante. Est-ce qu'on déménage? Où c'est qu'on pourrait bien aller en Suède? Je sais pas. En Suède, ils ont des enjeux aussi. Au Mexique. Hein? Au Mexique, ils ont une laïcité super poussée. Avant nous autres, c'est surprenant. OK, il y a les cartels puis tout, mais... La laïcité mexicaine, c'est comme longtemps avant nous autres, ils étaient là-dessus. Là. OK, ah ouais? Ouais. Fait que c'est bien connu. Je suis pas spécialiste de la question, mais je sais, ouais. Puis ça fonctionne? Je pense que oui. Ils font quoi là-bas comme laïcité? Ben, c'est drôle parce que c'est à la fois la laïcité de l'État, mais en même temps plutôt pratiquant. Puis... Parce qu'il y a toujours la distinction entre laïcité, donc de l'État, versus sécularité ou sécularisation, qui est genre le monde arrête d'aller à l'église le dimanche. Puis c'est deux choses distinctes. Des fois, ça va ensemble. Au Québec, ça a été ensemble dans les années 60, 70. Jusqu'à aujourd'hui, là, peut-être que ça va maintenant plus à l'ensemble, qu'on va être dans la laïcisation, qu'il va y avoir un retour du religieux à suivre. Mais pour l'instant, ça a été pas mal quand les gens ont arrêté d'aller à l'église ou été à l'église en moins grand nombre le dimanche à partir des années 60. En même temps, on a sorti la religion de l'État, des écoles et tout. Fait que des fois, on a l'impression que c'est comme la même affaire et que ça va forcément ensemble. Mais non, il y a des pays, par exemple, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont séparé État, religion, mais dans la société, c'est très religieux. En Angleterre, c'est un peu l'inverse. Ils ont le chef d'État, le roi, c'est le chef de l'Église, mais ils sont pas autant pratiquants, puis c'est pas, ils parlent pas tout le temps de Dieu dans leur discours politique comme aux États-Unis. Fait qu'il y a une distinction entre les deux. Puis au Québec, pour des raisons historiques, c'est à l'ensemble. Des fois, on mélange les deux. Mais là, je pense qu'on arrive à un moment où ça pourrait arriver qu'on a une laïcité forte de l'État. Puis par ailleurs, on a une société civile où il y a des groupes religieux actifs. Puis il y a des gens qui pratiquent essentiellement dans les lieux de culte puis dans le privé. Ce qui est le fun du Mexique, de leur laïcité, c'est qu'ils décapitent plus le monde puis ils pitchent plus leur tête en dessous des... Non, je sais, mais ça se pourrait. Fait que pendant l'entracte, on reparlait de tout ça. Puis, tout ce sujet-là de la laïcité, ça touche au multiculturel, ça touche à l'immigration, ça touche aux gens qui arrivent ici, aux diverses cultures, aux races, aux religions. C'est rendu tellement touché, comme on se fait traiter de raciste aussitôt qu'on a un petit questionnement, puis justement... Tu sais, la carte de l'extrême droite est rendue super utilisée. Puis, en tout cas, tu sais, moi, c'est sûr qu'un extrême gauche serait en désaccord avec moi, mais nous ne sommes pas racistes du plus profond de notre être. Tu sais, moi, je suis super ouverte à toutes les cultures. Je me fous complètement de la couleur de peau. Mais on dirait qu'on peut plus avoir de questionnement là-dessus. Je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt de la carte du racisme, mais comme on s'en va où avec ça depuis... toi, est-ce qu'il y a des affaires que tu te retiens de dire? Est-ce que tu marches sur des œufs des fois à propos de ça? Ben, je pense qu'il faut faire attention dans le sens où si on dit quelque chose qui pris hors contexte peut avoir l'air de, ben ça se peut qu'il y a des gens qui fassent exprès de le prendre hors contexte pour le faire dire que, alors que c'est pas ça qu'on disait. Bon, fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui surveillent nos balados, qui nous suivent, qui attendent juste une excuse pour nous traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Fait que bon, c'est des choses qui existent, donc faut être prudent, mais moi, je me censure pas sur le fond. Puis sinon, à la fin de la journée, moi, le bilan que je fais de cette espèce de tactique-là, des gens, par exemple, les opposants à la laïcité, pour prendre cet exemple-là, même si ça se pose dans nos débats, de traiter les gens qui défendent la laïcité d'extrême droite, de racistes, d'islamophobes, ils font ça là, depuis 10-12 ans, là, puis ils perdent à chaque élection. Puis ils perdent devant les tribunaux, ils perdent partout. Là, à un moment donné, si ça marchait, on le saurait. Bon, mais après ça, c'est pas fini. Il y a une élection le mois d'automne, il y a un jugement de la Cour suprême, c'est pas fini. Là, mais à date, ça marche pas. Là.
juste comme traiter le monde de raciste. Et peut-être ça a marché un bout, peut-être dans les années, peut-être début 2010, peut-être ça marchait, puis que là, ça avait pour effet d'intimider certains, de taire les débats. Donc là, on pouvait pas en débattre. Fait que là, eux autres qui avançaient leur agenda devant les tribunaux sans débat démocratique. Mais là, c'est fini ce temps-là. Leur tactique ne fonctionne pas. Fait que là, tu sais, dans le fond, c'est eux autres les pires. Je pense qu'ils s'écoutent entre eux puis ils ont plus ben d'influence sur le débat public. Puis nous, ben, on est équilibrés, on est rationnels, puis on propose des solutions concrètes qui sont zéro racistes, puis ça va de l'avant. Là. C'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que ça enlève des droits, la laïcité? Ça, c'est une bonne question. C'est souvent présenté comme ça, mais c'est exactement l'inverse. Si vous regardez l'article 4, alinéa 2, là, à moins qu'il l'ait déplacé avec la nouvelle loi. Oui, je l'ai lu justement mais... ce matin en me ben réveillant. Voilà, là. exactement, moi aussi. Donc, ça dit exactement, dans le fond, que il existe une telle chose qu'un droit à des services et des institutions publiques laïques. Autrement dit, l'idée, par exemple, de l'interdiction d'usage couvert pour les fonctionnaires, c'est pas interdire pour interdire. T'sais, on se lève pas le matin en jouissant du fait d'interdire des choses. Là. L'idée, c'est de dire on veut un État laïque, puis on veut un droit à des services publics laïques. T'sais, on veut que la personne soit confortable quand elle va dans les services publics. Puis clairement, si moi je vais chercher mon permis de conduire dans un bureau qui, souvent dans une ville, va être le seul, de la SAC ou quoi, puis là, je suis comme obligé de faire affaire avec un fonctionnaire, le visage couvert, pour des raisons religieuses, puis on le sait tout, puis avec une idéologie derrière qui est complètement contraire à mes valeurs, puis à celle que je pense être de la collectivité, donc qui devrait être celle de l'État, ça marche pas, là. C'est pas vrai qu'on respecte mon droit des services publics laïques si on me force à faire affaire avec un fonctionnaire qui a le visage couvert. Donc, l'interdiction du visage couvert, l'interdiction du port de signes religieux, tout ça, c'est pour respecter le droit des services publics laïques. Puis le fait d'avoir ce droit-là, ensuite, ça fait en sorte que moi, je peux saisir le tribunal. Puis ça, on l'a testé dans une cause, là, sur un point un peu technique, mais on l'a testé devant les tribunaux avec l'organisme Droit collectif Québec, de dire on veut intervenir parce qu'il y a un organisme qui ne respecte pas la laïcité. Puis les autres, ils vont dire, ben là, vous n'avez pas rapport, puis vous n'avez pas à nous poursuivre, vous n'avez pas l'intérêt pour agir, là, qui est le concept un petit peu technique en droit. Là, on peut dire, non, j'ai l'intérêt pour agir, j'ai un droit à des services publics laïques. Donc, quand vous portez atteinte à la laïcité, ça me concerne, j'interviens devant le tribunal, puis ça a été reconnu. Donc, ça veut dire maintenant, appel à tous les citoyens, les groupes, les organismes. Si vous voyez des atteintes à la laïcité, là, vous pouvez saisir le tribunal parce que vous avez un droit à des services publics laïques. Et ça, je trouve que le gouvernement n'a pas mis ça assez de l'avant dans la communication gouvernementale. Puis nous, dans le rapport, on allait plus loin. On dit, mettez-le de l'avant dans la communication gouvernementale. Puis on disait, on voulait créer d'autres droits. On disait créer un droit pour les enfants qui fréquentent les institutions de l'État à des institutions neutres, à être exemptés de toute pression religieuse. On voulait créer un droit pour les travailleurs de l'État d'œuvrer dans des institutions neutres. Pas qu'il y a des religions, ben un tel un droit à plus de congés payés parce qu'il est religieux, toi t'es pas religieux, t'as moins de congés payés. Donc on voulait d'en faire un droit et ça n'a pas été repris par le gouvernement. Puis je comprends pourquoi, c'est parce que quand on crée des droits, là, ça se peut que quelqu'un poursuive le gouvernement, fait que lui il veut pas être poursuivi, fait qu'il veut pas trop donner de droits, mais je pense que sur le plan politique, ça aurait été bien, même sur le plan juridique, même s'il y a une part de risque, puis ça donne un petit peu de pouvoir au juge, je pense que ça aurait valu la peine d'aller là. Puis là, au contraire, le gouvernement, il voulait même abolir le droit des services publics laïques, le remplacer par une espèce de droit collectif. Là, on lui a dit de ne pas faire ça, puis il est revenu en arrière, il y a eu un amendement. Donc, ça existe toujours, droit des services publics laïques. Fait que moi, je dis, la laïcité, ça donne des droits, ça n'en enlève pas. Après ça, ben, c'est trouver l'équilibre entre les droits pour les bénéficiaires de services puis la liberté de religion, dans certains cas pour les employés de l'État, mais à mon avis, ils ont surtout une obligation de neutralité religieuse quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Quand ils sont dans leur vie privée, ben là, ils font ce qu'ils veulent. J'ai une question, mais je ne sais pas si c'est de sujet. Fait qu'au pire, t'as couperas. OK. Les signes religieux, tu sais, est-ce qu'ils peuvent être aussi un individu? Dans le sens, on interdit le port du voile, mais est-ce que quelqu'un pourrait exiger, mettons, avoir un gynécologue féminin pour cause religieuse parce que dans sa religion, les hommes, c'est non. Puis est-ce que quelqu'un pourrait demander d'être servi par un homme parce que d'être en relation avec une femme, dans sa religion, ça fonctionne pas? Ça s'est vu, ça? Oui, absolument, ça s'est vu. Puis effectivement, c'est abordé dans le rapport. Fait qu'en gros, ce qu'on dit, c'est que ça devrait pas être permis, les accommodements qui font de la ségrégation sexuelle, sauf exception, notamment pour les soins intimes. OK. Puis là, après ça, pour que ce soit parce que la personne n'est pas à l'aise pour les soins intimes d'une personne du sexe opposé, que ce soit pour des raisons religieuses ou pas,
C'est correct. c'est correct. Fait que là, il n'y a pas d'atteinte à la laïcité puisque on n'accorde pas une espèce de privilège. Ah, toi, c'est pour ta religion, donc tu as le droit à un soignant de ton sexe, mais si c'est pas pour ta religion, non, on t'impose un soignant de notre Mais sexe. un Non, homme- c'est bon pour tout le Je monde. pense tellement à des possibles dérapages, là, mais là, on rentrera pas là. De gens qui peuvent abuser de ça de toutes sortes de façons, mais OK, ça a Fait été que là, abordé de cette on a dit façon-là. faut l'interdire, les accommodements qui consistent à refuser d'être servi par une personne de l'autre sexe, Ouais, c'est ça. sauf exception. OK. Par exemple, pour les soins intimes. OK, donc OK, justement, parfait. le monsieur qui avait comme pas À voulu la être... SAC, là, ou je sais pas quoi. Oui, c'est là. ça, je Ouais, pense que c'est ça. exactement. Puis on nomme la SAC, Ouais. puis on nomme la commission des droits qui avait autorisé la SAC à faire ça. OK, Puis là, on dit ça n'a pas d'allure. OK. Fait que dans le rapport, on est très clair là-dessus, puis la loi nous a suivis, puis là, c'est interdit maintenant. Parfait. OK. C'est bon, ça. On a une arme. Stéphanie, est-ce que tu es plus convaincue sur la laïcité? Non. Est-ce que tu es confuse? Est-ce que tu es... Ben, en fait, c'est que c'est tellement marcher sur des œufs, il y a tellement d'exceptions, il y a tellement de petites nuances, il y a tellement de... que je me dis, ça va être impossible d'appliquer ça. OK, ben à voir. Mais tu avais aussi rencontré un petit monsieur Ah qui oui. avait une petite question. Je ne sais pas si c'est Elle est tant à rendue où, ma propos, question? mais on va la poser quand même. Je sais Non, pas, c'est ça, rendue. je sais pas tant si c'est Je sais pas, en elle est ta lien. question. Elle doit être en haut, je vais aller la chercher d'abord. Parfait. Mais je vais On faire va la chercher mise. le petit monsieur lui-même. Le petit monsieur. Non, mais c'est parce que je travaille Ouais. avec le public, puis j'avais une table, parce que je suis serveuse, j'avais une table qui parlait beaucoup de politique, puis tout, puis je leur ai mentionné qu'on allait faire le podcast ici, puis que si quelqu'un avait une question Ah, génial. à écrire, que je la poserais. Fait qu'on a Reynald... Ouais, Reynald, je crois, je vais aller voir sur le papier Oui. en haut. 90 ans, 90 de Turban. Même. Oui, de Turban, qui a une question. Alors, je reviens. D'accord. Suspense. Oui. On met des petites images d'insert pour les entractes. Des petits oiseaux. Ouais, L'autre fois, je pense que j'ai mis des vaches dans un champ. Ah, génial. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais comme image d'entracte? Des petites collines. Ah, ouais, Comme des petites vallées verdoyantes, Windows 97, là? Ouais, genre. Ok, c'est bon. Je parlais des années 80-90 qui sont mon époque, donc ouais. Parfait. Je sais pas s'il y a quelque chose à y répondre, mais j'ai donné ma parole. Comment expliquez-vous la désertion de nos églises catholiques alors que beaucoup de compatriotes plus âgés ont été éduqués dans un système confessionnel contrôlé par des religieuses et des religieux? Ben, c'est une très bonne question. Donc, évidemment, c'est les limites études sociaux des religions et tout. Donc, je sors peut-être un petit peu de ma zone de confort, ma zone d'expertise, mais je vais quand même tenter une réponse. Donc, comment on explique... Pouvez-vous la relire juste pour être sûr? là? C'est ça. Moi aussi, je la lis, puis ça sort. Comment expliquez-vous la désertion de nos églises catholiques alors que beaucoup de compatriotes plus âgés ont été éduqués? Dans le fond, ce qu'il veut savoir, Ouais. c'est pourquoi les gens vont plus dans les églises. Alors qu'ils ont été élevés là-dedans. Ben, c'est ça. Il va peut-être être content parce qu'il sait peut-être pas qu'est-ce que tu disais Ben tantôt ouais, qu'il y a un c'est ça. retour. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est ça. C'est comme si intuitivement, on se dit, bon, ben les gens qui sont élevés, puis là, il y a l'Église catholique dans l'école publique, puis là, tout le monde est là-dedans, forcément, ils vont pratiquer. Puis ça n'a pas été le cas parce que dans les années 40, 50, il y avait beaucoup de religions à l'école, puis la génération des baby-boomers éduqués dans ce contexte-là sont les premiers qui ont fait la sécularisation, qui ont arrêté d'aller à l'Église, qui se sont divorcés, qui ont milité pour la laïcité. Fait que clairement, ça a le résultat inverse, en fait. C'est ça que... Comment? C'est quand on pousse trop. Exactement. Exact. Exactement. Fait que là, au contraire, avec la laïcisation, maintenant que les gens n'ont plus de religion à l'école, fait que là, la responsabilité revient aux parents, puis même à chaque individu dans son fort intérieur, s'il cherche le sens, ben faut qu'il le trouve tout seul. Il n'est pas donné de manière un peu peut-être artificielle par l'école. Puis là, ben les données sont très récentes, puis vraiment, ça n'est qu'une hypothèse à ce stade-ci, mais il est possible, voire probable que ce contexte-là de laïcité mène à davantage de pratiques religieuses. Puis peut-être pas autant que dans les années 40-50, en tout cas peut-être plus que plus récemment. Puis à la limite, il y a peut-être du qualitatif qui est peut-être plus difficile à prouver, mais donc là, il semble avoir une augmentation du nombre de baptêmes, puis un petit peu de fréquentation des églises et tout. Voyons voir où ça va nous mener dans plusieurs années. On s'en reparle lors de notre prochain épisode.
Mais par ailleurs, au niveau qualitatif, moi, j'ai l'impression, pour l'avoir vécu un petit peu, là, même si c'était la queue de la comète là, de l'Église catholique présente dans l'État, l'école publique et tout, c'était-tu si authentique que ça? C'était-tu spirituellement si profond de suivre la maîtresse? Choisi? C'est ça. C'était pas tant choisi. Ben oui, parce qu'on pouvait aller au cours de morale. Fait qu'il y avait un petit peu de choix. En tout cas, dans mon temps, moi, le régime que j'ai connu, c'est qu'on pouvait suivre le cours de religion catholique à l'école catholique ou on pouvait aller au cours de religion, pas de religion, mais de morale à l'école. Fait qu'il y avait un élément de choix, mais là, après ça, il faut avoir la pression des pères, des parents. Mais... Il y a des places où il n'y avait pas beaucoup de gens qui suivaient le cours de morale. Fait que là, il était quasiment d'un garde-robe à faire pas grand-chose. Fait avec beaucoup de nuances, il y avait un petit peu d'éléments de choix. On rappelle qu'il y a 90 ans, le monsieur. Hein? Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il y avait-tu des cours de morale dans ce temps-là? Je pense. Peut-être pas. C'est cours de morale, c'est le début des années 80. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que lui, c'est religieuse petits-enfants. Petits-enfants. Mais même avec les cours de morale, je me souviens, au primaire, on faisait la prière. Ah ouais? Moi, j'ai jamais fait de prière à l'école. Toujours le matin. Ah ouais, C'était ok. peut-être pas supposé dans le cours de morale. Ça doit dépendre C'était des... pas dans le des cours de écoles. morale. C'était le début de la journée. Mais c'est ça, ça doit dépendre des écoles parce que moi, j'ai jamais connu ça. Ouais, non, moi non plus. Fait que, mais il y avait on pouvait, fait qu'il y avait un élément de choix, mais en même temps, c'était comme catholique ou moral. Fait que t'avais pas, pour les autres religions, il n'y avait pas de cours de religion donné. Puis pour ceux qui étaient catholiques puis qui y allaient sur conseil des parents ou parce que c'était plus pratique ou pour suivre les amis. Mais tu sais, à quel point c'était comme authentique, c'était vraiment un épanouissement spirituel du fait de suivre la maîtresse d'école à l'église, puis le curé qui venait en classe. Je suis pas sûr que c'était qualitativement. Puis de manière générale, là c'est une époque que j'ai pas connue, mais dans les années 50, quand tout le monde participait à la marche, puis il y avait plein de bondieuseries, à quel point c'était profond. Moi, j'ai comme un doute que c'était tant profond, puis ça devait l'être pour certains individus, évidemment. Oui, ça dépend des cultures évidemment, familiales. Là, ouais. Mais le fait que ça a été tellement rapide, la fin de la pratique, il y a eu Vatican II, puis là, l'Église a commencé à dire, bon, ben finalement, on fera plus la messe en latin, puis là, on a commencé à changer les choses, puis là, le monde était comme, c'est donc même bizarre, il me semble que c'était supposé être en latin, puis du jour au lendemain, c'est plus latin. Puis là, l'Église a comme fait une couple de changements quand même importants, puis là, le monde a dit, OK, fait que c'est comme pas, c'est pas vraiment des dogmes absolus, là, le monde commençait à se poser des questions, puis rapidement, ils ont décroché en nombre incroyable, là, le monde qui ont défroqué dans les années 60, c'est fou, là, puis c'était partout en Occident, mais au Québec, c'était accéléré, c'était massif. Donc, est-ce que c'était si profond que ça? Peut-être pas, là, tu sais. Il y a une vraie question qui se pose. Donc là, j'ai l'impression que le religieux va revenir sur le plan quantitatif. Il semble y avoir des chiffres là, préliminaires qui disent ça. Mais j'ai surtout l'impression que ça pourrait revenir qualitativement. C'est-à-dire, oui, un peu plus de monde qui vont pratiquer, mais les gens qui vont pratiquer, là, c'est pas parce qu'on leur a dit que c'était bien, c'est pas parce qu'on leur a imposé à l'école. Il va y avoir moins comme de pression religieuse. Exactement, tu sais, c'est du monde, le profil à peu près typique qu'on voit dans les médias, puis pour parler un petit peu à des gens dans le milieu, tu sais, c'est le cégep, 17-18 ans, pas trop d'éducation religieuse à la maison ni à l'école, puis là, ben, recherche de sens, des fois première, peine d'amour, trouve ça difficile de trouver l'amour, questionnement, puis là... Mais aussi... adhésion à une religion, mais là, peut-être plus profonde que ce qu'on avait à une autre époque. Mais c'était quand même bien, la religion. Ce qui est mal, c'est quand ça devient trop extrême puis qu'on gère le monde par la religion. Ben, mais c'est tout le temps le contrôle. Puis, c'est ça, quand il y a un contrôle. C'est ça, les pressions religieuses en arrière de ça. Là, c'est pas dans le fond, c'est pas la spiritualité. C'est le problème, ça. c'est quand justement ça devient comme une institution puis que ça contrôle. Là, mais il y avait tellement plus d'entraide là, dans le temps de nos grands-parents, là, justement, mais je pense quand ils étaient un ouais, peu... mais ça, c'est un facteur. C'est des valeurs religieuses ça, catholiques. Si on avait à émettre des hypothèses, parce qu'à ce stade, on n'a que des hypothèses, puis les chiffres sont préliminaires, fait on s'en reparle encore là. On est rendu au 18e élément de notre ordre du jour pour notre 22e passage à ce balado. Parce que moi, je pense qu'on peut être communautaire puis entraide puis tout sans voir l'aspect religieux puis avec entre différentes religions. Là. Attends, mais, c'est pas qu'on peut... c'est impossible, Roxane. Fais juste observer la déchéance depuis qu'on n'a plus certaines lignes de croyances. C'est un autre débat. Un des facteurs, mais effectivement, donc c'est un vrai débat à savoir si est-ce qu'on peut avoir autant l'esprit communautaire dans un contexte non religieux, mais tu sais, historiquement, ça n'a pas été fait. Mettons le baptême. T'sais, moi, par exemple, je trouve ça intéressant, le baptême, de dire qu'il y a un nouvel être humain qui est arrivé dans la famille, dans les amis, puis là, on prend un moment, une demi-journée pour célébrer ça. T'sais, ça me semble, sur le plan humain, là, ça me semble être quelque chose d'intelligent. Bon, ben les non-religieux ont déjà essayé de faire des baptêmes civiques, de dire le parrain, marraine, il va introduire l'enfant à aller voter quand il va être jeune. Fait que c'est une espèce de truc républicain là, qu'ils appellent en France. Là, donc, bon, mais ça n'a pas vraiment pogné.
Puis au Québec, encore moins. Fait que c'est comme si, quand il n'y a pas de religion, on a de la misère à créer des institutions, puis du lien social. Oui, après ça, il y a plein d'institutions puis d'associations dans la société civile non religieuse, mais c'est vrai que pour certaines affaires, c'est pas si évident que le non-religieux, on arrive à donner autant de sens, puis d'institutions, puis de communautaires. Fait que des fois, c'est une vraie question qui se pose. Mais en même temps, quand on remplace le religieux par l'État, ce qui est beaucoup ce qu'on a fait au Québec, avant les écoles et tout, les systèmes hospitaliers, c'était la religion, on a remplacé ça par l'État, avec plein de beaux résultats, puis plein d'avantages. Puis là, peut-être qu'on arrive au bout de ça, là. Donc là, avec la faillite de l'État-providence, donc un autre des facteurs possiblement qui pourrait expliquer un retour religieux s'il se confirme, c'est l'espèce de faillite de l'État-providence, là. Tu sais, si demain matin, vous avez une amie qui, je sais pas moi, qui se fait mettre dehors de chez eux par son chum, puis qu'elle n'a pas une scène, puis il faut qu'elle vive dans la rue, si vous allez au CLSC, est-ce qu'ils vont y trouver une place confortable, va pouvoir dormir et tout? Peut-être pas. Ou peut-être que ça va être une espèce d'abri avec toutes sortes de tout croche puis que ça sera pas adéquat. Si vous allez à l'église, ils vont-tu l'héberger? Peut-être plus. Peut-être qu'ils vont avoir de quoi. Puis là, la solution, c'est pas d'abolir l'État puis de relever. Peut-être que c'est dans la complémentarité des deux puis que c'est... Mais moi, j'ai cette hypothèse-là que la faillite de l'État-providence, en tout cas, c'est les limites, le fait qu'on touche aux limites de l'État-providence. Là, on l'a essayé, là, avec la CAQ, ils ont mis de l'argent, ces services publics, ils ont mis de l'argent, puis ça règle pas le problème, là. Puis le privé, c'est peut-être pas la seule... Fait que là, c'est un autre facteur qui pourrait amener un retour du religieux. Mais là, on est encore là dans l'hypothèse. La quête de sens des jeunes me semble être... C'est comme si on n'a pas autre chose que le religieux. En théorie, on pourrait avoir du communautaire, on pourrait fêter Dame Nature, on pourrait fêter le nationalisme, a aussi été une façon de remplacer un peu l'Église. Il y a d'autres choses, mais on dirait que ça... Mais pour certains, il y a quand même un vide, puis c'est une quête de l'être humain depuis des Parce qu'on peut en revenir aussi, parce que là, on parle du passé religieux du Québec. Avant, on avait des bancs du quêteux dans chaque maison. Personne n'était gêné ou avait peur de recevoir un quêteux chez eux. Il y avait le banc du quêteux. C'était fait pour qu'il se couche dessus. Tandis qu'en ce moment, je sais pas, là, avec un crackhead sur le fentanyl... Mais c'est qu'avant, c'était quand même la bienveillance. Mais je comprends qu'est-ce que tu dis, les valeurs qui viennent avec la religion, là, qui sont d'aider son prochain, puis toutes ces affaires-là. Là, je pense que c'est ça que tu veux dire. Ben, c'est ça. C'est sans lien avec ton banc de quêteux. C'est ça, ben ouais, avec comme le banc de quêteux. Fait que c'est comme toutes ces valeurs-là, mais comme sans le côté contrôle de la religion. Il y a là, aussi c'est l'anxiété qui est dans le tapis. Puis je pense que de faire des gratitudes à tous les jours. Là, avant, c'était merci mon Dieu pour ta. Ben, ça te faisait prendre conscience de la chance que tu avais, fait que ça te rendait plus heureux, puis tu avais aussi une espèce de lâcher-prise sur le futur, parce que tu pouvais dire, gars, peu importe ce qui arrive, il va me protéger, ça va se placer. Fait que je pense qu'il y a ça aussi que les jeunes, peut-être, ils ont besoin, pas un sens à leur vie, mais une soupape d'apaisement, peut-être. Absolument. Par Puis, la une autre religion. chose qui a un peu remplacé les religions, c'était la société de consommation. C'est arrivé en même temps, les années 50, 60, les bungalows, puis la consommation, puis la religion prend le bord. Peut-être que ça rendait le monde heureux d'avoir plus de maisons, puis de piscines, puis ci, puis ça. Puis là, ça, les jeunes, eux autres, peut-être que là, c'est la première génération que mes enfants n'auront peut-être pas un niveau de vie supérieur au mien. Alors que moi, j'en ai eu un supérieur à mes parents, qui en ont eu un supérieur à mes grands-parents, supérieur à mes arrière-grands-parents. C'est peut-être pour toutes sortes de raisons, d'inflation, etc. Fait que là, peut-être que les autres, là, c'est fini là, le temps où on pouvait juste être heureux parce qu'on consommait toujours plus. Là, peut-être qu'on atteint les limites de ça aussi. Puis là, ça nous revient au contentement. Tu sais, il faut juste se contenter de ce qu'on a. On peut pas tous avoir des jaguars avec des piscines creusées à pu finir. Donc là, comment on fait pour se contenter? Puis ça, c'était dans la religion. Tu sais, les commandements, c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Là, mais dit de même, c'est très imagé. Mais ce que ça veut dire, c'est contente-toi de ce que tu as. Là. C'est ça le sens de ce commandement de Moïse. En tout cas, une partie de l'interprétation possible. Puis ça aussi, ça manque comme valeur. Fait que, peut-être que ça leur prend ça, les jeunes, parce qu'ils sont plus dans une position où ils peuvent juste se garrocher dans le consumérisme comme pouvaient le faire les boomers ou même ma génération. Là, peut-être qu'on a atteint les limites de ça, d'où le retour du religieux. Mais peut-être qu'on devrait parler de retour du de moralité, de valeurs spirituelles, puis avec du moral, puis avec de l'entraide puis du communautarisme. Qui peut prendre la forme du religieux ou pas. C'est ça qui va être intéressant à voir. Là. Est-ce que ça va être vraiment la forme du religieux? Parce qu'en même temps, l'autre facteur qui pourrait expliquer ce retour du religieux, toujours hypothétique, spéculatif, émergent et à valider, c'est peut-être la faillite du wokisme. C'est que ça pouvait fournir une espèce d'idéal, d'absolu, d'idéologie, de valeur.
Puis là, on réalise que ça monte tout le monde contre son... C'est pas pour son prochain, mais c'est contre son Ben, prochain. en fait, puis moi, ce que je là, ça atteint reproche ses aux... limites, là. C'est ça ce que je reproche aux wokistes depuis toujours, parce que, tu sais, ils disent tout le temps comme, ben, c'est ça, t'es contre l'entraide, t'es contre... Non, au contraire, C'est je ça. pense qu'on n'a pas besoin de me l'enfoncer dans la gorge. Moi, je pense que les gens sont capables, justement, de s'organiser entre eux puis de faire ça naturellement sans que, justement, on nous l'enfonce dans la gorge par l'entremise de plein d'affaires puis Ouais, puis par en espèce l'État. en hiérarchisant, puis en mélangeant des races. C'est ça, en là-dedans, là, culpabilisant, puis, tu sais, ouais. En essentialisant les gens, ben, Ouais. si t'es de telle couleur ou tel sexe, forcément t'es victime. Sinon, t'es forcément pas victime, alors que tout le monde sait que les parcours de vie sont beaucoup plus compliqués que Mhm, ça. exact, c'est ça. Fait qu'effectivement, avec ça aussi, c'est un autre facteur. Tu sais, il y a 10-15 ans, là, je veux dire, les jeunes, là, Québec solidaire, ça pognait. Là. C'était vrai, c'était un vrai phénomène. En tout cas, moi, je l'ai vu à Sherbrooke parce que c'est universitaire et tout. Puis ça existait. Puis là, on sent que c'est moins vrai. Puis ça m'a fait rire. Il y a à peu près un an, je donne une conférence au cégep en Outaouais. Fait que je donne comme ça l'histoire constitutionnelle et tout. Première question, une jeune qui se lève, elle me dit, bon, là, maintenant que les jeunes sont rendus à droite, qu'est-ce que c'est... Donc, c'était comme si c'était évident, là. Mhm. Là, j'étais comme, on est où? On a évolué parce qu'il y a 15 ans, quelqu'un serait levé. Puis là, maintenant que les jeunes sont à gauche pour l'environnement, fait il se passe quelque chose. Puis là, j'ai 2-3 hypothèses sur ce retour possible du religieux. Ou pas. Attendons voir les chiffres des prochaines années. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis, le lien avec la laïcité, moi, je le vois comme, probablement pas une cause à effet, mais corrélation. C'est-à-dire, là, c'est comme... Une fois qu'on est libre sur le plan individuel, grâce à la laïcité, qu'on se fait plus enfoncer dans la gorge la religion catholique ou une autre, qu'on protège des gens contre des pressions étatiques ou communautaires, ben là, il peut avoir une spiritualité authentique pour ceux qui souhaitent en avoir une. Puis c'est parfaitement cohérent avec la laïcité qui n'a jamais été anti-religion, même si certains nous la dépeignent comme ça. Crème était pertinente, la question rénale. Oui, finally. Fait que, écoute, on ira prendre Merci, Rénal. Rénal, une bière avec Rénal, là. Belle conclusion. Ouais, effectivement, grâce à Rénal, on a un beau mot de la fin. T'avais-tu autre chose à ajouter? Ben, je voudrais pas relancer encore sur 30 minutes, alors non. Non, mais ben, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible que dans les dernières années, on ait eu l'impression d'être comme dans une guerre? Ça relance Tellement, ça, Stéphanie. ouais, je sais. Ça. Non, mais c'est par rapport à la religion, parce qu'il veut faire quelque chose par rapport à ça. Alors moi, je lance une autre piste de réflexion. Juste, les guerres, ça a tout le temps rendu les gens, ou les défis, les drames, beaucoup plus spirituels, puis connectés à une force X, Y, Z en haut. Fait que, est-ce que, sans s'en rendre compte, parce que la chaleur a tellement monté lentement, il y a certaines personnes qui ont quasiment pas un choc post-traumatique, mais limite le même feeling à l'intérieur que quelqu'un qui aurait vécu une guerre ou une grande épreuve, tellement c'est divisé, puis que l'agressivité est dans le tapis depuis 4-5 ans, tu sais, ça pourrait-tu être ça aussi? Une autre hypothèse. Comme Merci. je disais depuis tantôt, j'ai sorti comme 3-4 facteurs qui pourraient expliquer une possible montée du religieux. Puis ça en est sans doute une autre. L'anxiété en général, notamment liée aux guerres dans le monde, puis guerre au sens militaire, puis aussi au sens commercial, où ça peut aussi causer de l'anxiété. Puis là, ben, ça peut mener à des quêtes spirituelles ou pas. Alors non, je n'ai plus de questions. Écoute, Et toi, Suzanne? Suzanne. Donc, Suzanne veut savoir où est-ce qu'on peut te suivre, quels sont tes prochains projets. Récapitule-nous tes chroniques que tu fais et que tu feras prochainement. Ben oui, donc moi, je suis présent surtout Facebook. Donc, j'ai une page Guillaume Rousseau perso, j'ai une Guillaume Rousseau public. Je suis sur Twitter, je pense que c'est Gil, G-U-I-L, portrait de soulignement Rousseau. On va mettre les liens de toute Et façon. bingo, puis il y en a un autre, LinkedIn. Donc, c'est mes 4. Là, je sais que je devrais aller sur Instagram ou d'autres. En tout cas, si je voulais rejoindre les plus Faudrait jeunes. que tu mais fasses c'est des dans... TikTok. C'est ça, On Ouais, attend tes c'est ça, là, TikTok. c'est ça, mais il faudrait que sur le plan technique, donc appel à tous. On avait le doc TikTok, tu vas être l'avocat TikTok. Ouais, ben Ouais. c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je suis Farnell Morissette, qui n'est pas exactement du même, mêmes opinions que moi. Fait que là, je me dis, des fois, j'aimerais ça y répondre. Fait que j'aimerais ça peut-être être le Farnell Morissette des Bleus. Je pense que j'aimerais ça. Après ça, il faut trouver le temps. Mais même sur le plan technique, j'ai pas tout à fait les capacités. Donc, appel à tous. S'il y a quelqu'un qui veut m'écrire au guillaume.rousseau@sherbrooke.ca et m'offrir gracieusement ou à coût modique une formation en genre Coaching réseaux sociaux, TikTok. là, là, mais ouais. faire des reels puis tout ça, là, je serais dû pour me mettre à jour. Puis sinon, ben je suis à Tout peut arriver, donc avec Marie-Louise Arsenault, une Quand? fois par mois, c'est les samedis. Ok. Donc c'est les samedis de 5 à 6 à la radio, première chaîne de Radio-Canada, et de 7 à 8 à RDI.
Ça varie, c'est pas nécessairement le premier samedi du mois OK. ou le deuxième, là, ça varie. Donc, suivez sur les réseaux, puis vous allez voir, j'annonce habituellement d'avance ma participation. Puis, de toute façon, à l'émission, puis Marie-Louise Arsenault l'annonce. Et sinon, ben, je vais commencer, puis là, je peux le dire, parce que ça n'a pas été annoncé officiellement, mais ça aura été annoncé officiellement lorsque le présent Oh boy. balado sera diffusé. Donc, je vais collaborer avec Dominique Moret à Moret Live, donc à Québec. À peu près ça une fois par mois. OK. Possiblement un petit peu ce printemps. Je présume qu'il va y avoir une pause d'été, mais surtout à partir de l'automne Ah, OK, prochain. OK. Mais on va t'annoncer quand même Ouais, ça ouais, ça printemps. OK. devrait sortir Puis, là, dans les à prochains propos jours. de... Probablement une espèce de carte blanche. Là, il m'a pas dit tu as un créneau très très spécifique va là-dessus. Mais donc ça risque d'être un peu comme d'habitude, droit politique. Puis bon, forcément, laïcité, langue, constitution, là, qui sont mes petits dadas, mais je couvre assez largement les questions politiques, surtout québécoises, canadiennes, un peu françaises, un peu internationales, mais surtout politiques québécoises, canadiennes, puis tout ce qui concerne vraiment la justice, les tribunaux, toutes ces affaires-là, je suis ça de près, puis comme je suis prof de droit, forcément, j'ai quelques connaissances que j'aime bien partager. Ben super, écoute, ben merci d'être Ben, venu merci au à vous, podcast, c'était vraiment le fun. Ouais, intéressant. c'était un de mes podcasts que je suis plus allé à fond là, que d'autres où j'avais moins de temps ou quoi. Fait que j'ai vraiment C'est ça. beaucoup apprécié, vraiment super. C'est le décor qui t'a inspiré puis qui t'a détendu avec le feu de camp dans le Ouais, sous-sol. ouais, effectivement. Fait que là, si je suis plein de cernes de sueur, vous saurez pourquoi. C'est parce que j'ai tout donné et qu'il faisait légèrement chaud. Écoute, on voit pas la soirée, Non, on a juste bien. vu des coccinelles, puis Voilà. ça, c'est de notre faute. Fait que, ben merci, c'était vraiment intéressant. Ben ouais, merci à vous. Bye!